Voilà, c'est parti, on démarre. Mais bonjour la France, comme je démarre à chaque fois. Alors aujourd'hui, cerise sur le gâteau, un honneur encore une fois d'avoir un grand champion, quelqu'un que je respecte énormément. J'ai rencontré Cyril, je crois que c'est en 94 à l'époque. C'était à Charletti, je pense. Il y avait mon boxeur Philippe Baudron, qui est devenu champion d'Europe après le Muay Thai, qui avait boxé Jamel Yacouben. Et on m'a appelé pour me demander de présenter. Il y avait un gars qui s'était désisté contre toi, Cyril. Et on m'a dit, est-ce que tu as un gars à mener contre Cyril Diabaté? Bon, j'ai parlé à un de mes élèves qui s'appelle David Sagné. J'ai dit, bon, on peut aller boxer Cyril, mais bon, ça, on va au charbon quand même, ça va faire mal. Bon, résultat du tour, c'est vrai que mon boxeur David, respect énorme pour lui, il a pris le combat. Il y a eu arrêt d'arbitre au troisième, que tu lui as cassé les côtes. Et on se rappelle de ce combat. Et donc, c'est là que c'est la première fois que j'ai rencontré Cyril. Et donc, Cyril Diabaté, quand même, un grand champion, 4 fois champion du monde de boxe thaï, qui a boxé pour Pride quand même. Donc, ce n'est pas une organisation, c'est pas l'équipe à Dorothée. Et il a boxé pour UFC, quoi. Donc, c'est un grand monsieur. Si vous ne connaissez pas Cyril Diabaté, comme je dis à chaque fois, ben, vous ne connaissez pas le monde du Muay Thai et du MMA parce que ben, c'est un des rares Français qui est connu aux États-Unis, tu as Jack Congo, etc. Mais Cyril, quand même, c'est un des premiers, je crois que c'est un des premiers, des 5 Français, je crois, qui a boxé pour UFC. Est-ce que je me trompe, Cyril? Je ne sais pas si c'est un des 5, mais en tout cas, ouais, on va dire, je fais partie de l'ancienne garde des combattants français à l'UFC. Parce que moi, ici aux États-Unis, quand on parle boxeur français, c'est vrai que ton nom, il revient souvent parce que tu étais un des premiers. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un honneur et vraiment, je suis super content de t'avoir sur la chaîne YouTube. Merci de ton temps parce qu'on est la veille du jour de l'an. Et donc, Cyril, la première question, c'est pourquoi les sports de combat? Alors, bah c'est long parce que, en fait, j'ai une enfance malheureuse. Tu vois, Oui. je suis orphelin, moi, donc Ah, ouais. ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. OK. Et après, je me suis retrouvé un petit peu. Bah, j'avais une rage de vaincre, j'avais une colère en moi qui avait besoin de s'exprimer. Donc, j'ai trouvé la musique à travers le rap et puis j'ai fait de la boxe pied-point parce que j'avais besoin d'exprimer tout un tas de trucs, quoi. Mhm. Et où c'est que tu as démarré le pied-point? Alors, j'ai démarré chez Robert Paturel à Rueil-Malmaison. OK. Robert, c'est un grand monsieur de la boxe. Il a fait plusieurs titres en boxe française. Mhm. Il a été champion d'Europe. Et c'est lui qui a démarré le Tong Fa aussi, puisqu'il était, c'est une légende aussi de la police nationale. Il a fait partie des membres fondateurs du RAID. Oui. Donc, tout de suite, j'ai eu cette approche véritablement martiale, j'ai envie de dire, parce que il faisait pas que de la boxe française. Il touchait un petit peu à tout. Il faisait des clés, il faisait des armes et tout ça. Et j'ai eu la chance de choisir un entraîneur comme lui dès le départ, qui m'a donné un petit peu bah, une soif d'aller voir pas que un style, mais plein de styles différents en fait. Mhm. Ouais, Paturel, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui le mettent en avant, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui le connaissent vraiment bien. Et moi, je dis Non, Paturel. c'est pas un mec c'est c'est pas un mec qui se met en avant, qui va forcément, comment dirais-je, bah, s'inventer une vie. Oui. Euh, Même si, si tu regardes son CV, il pourrait en faire des tonnes, hein. Il n'y en a pas beaucoup des gens en France qui ont son vécu. Mhm. Parce que, en tant que boxeur, en tant que combattant, mais aussi au sein d'un groupe d'élite comme le RAID, tu vois, Ouais. même au sein du RAID, il a des faits d'armes qui sont réputés et c'est pour ça que c'est devenu une légende. Il a été négociateur au sein du RAID. Oui. Enfin, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois avec lui pour m'entraîner au RAID et il y a très longtemps d'ailleurs, mais euh, on sent que le bonhomme a du vécu, on sent il a une réputation très, très, très grosse. Et puis au niveau du combat, il a prouvé ce qu'il avait à prouver, tu vois. Ouais. Ouais. Non, c'est quelqu'un à respecter 100%. Il sait de quoi il parle. Euh, concernant je lis les questions que j'ai écrites, concernant l'attitude d'un boxeur. Moi, j'explique à mes boxeurs que tu ne peux pas réussir dans la boxe si tu n'as pas un mental.
un mental dur. Ce n'est pas possible. Dans le pied-point ou MMA, en taille, le mental, tout est important, j'explique, mais le mental, c'est la clé qui va t'ouvrir. Si tu l'as pas, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en Bien penses? sûr. Ça concorde exactement avec ce que je dis à mes élèves tout le temps. C'est-à-dire que je leur dis, quand vous ouvrez quand vous ouvrez les portes de la salle, dites-vous une chose, la première chose que vous voulez travailler en priorité, avant la technique, avant le physique, avant tout, c'est le mental. Si tu n'as pas le mental, tu auras beau avoir la meilleure technique du monde, le meilleur physique du monde. Si tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien de l'avoir, Ouais. d'avoir le physique ou la technique. Et par contre, une fois qu'on a le mental, on peut aller chercher la technique, on peut aller chercher le physique. Et donc, c'est vraiment la priorité de n'importe quel combattant qui fait un sport dur, on va dire, un sport réaliste. La première chose qu'il doit avoir, c'est le mental. Mhm. Parce que parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait du combat, on ne fait pas du tricot. Et la première qualité qu'on demande à un combattant, c'est le mental. C'est pas est-ce qu'il a la meilleure droite du monde, est-ce qu'il a le meilleur takedown du monde, c'est est-ce qu'il est capable de prendre un coup dans sa gueule et puis ensuite de riposter et puis de remporter la victoire. Oui. Et tu vois, on en reparle un petit peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, on va faire une interview quand on va parler MMA, on va parler aussi self-défense, on va parler Muay Thai. Et c'est ce que j'explique, c'est que tu vois, les gars qui font de la self-défense, ben, on leur montre la technique, mais au niveau du mental, on ne les a même pas préparés. Et c'est pour ça que c'est pas Non, possible. Tu leur fais boue, les mecs ils comprennent bien pas. sûr, c'est à l'envers. C'est à l'envers leur truc. C'est vrai, écoutez bien D'abord, ce que tu viens de dire. Redis-le, Cyril, ce que tu viens de dire. C'est très fort ce que tu viens de dire. Ils le font à l'envers, c'est ce que tu as dit. bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Écoutez bien, ils le font à l'envers, c'est ça. Rien n'est pire de voir un boxeur qui va abandonner un combat mentalement alors que physiquement, il y a encore de la réserve. C'est le pire, Bien ça, tu sûr. vois. Il faut que le mental soit le dernier qui craque. En tant que coach, moi, j'ai coaché, enfin, ma première section, je l'ai eue en 1996, donc il y a Mhm. 24 ans. Donc, des combattants, j'en ai formé plein. La Snake Team en France, elle est quand même réputée, et puis Oui. de par le monde aussi. Euh, j'ai formé énormément de combattants, et il y a vraiment ceux qui se mettent à part des autres, ce sont ceux qui ont le plus gros mental. Oui. C'est pas c'est pas ceux qui ont la plus grosse technique ou le plus gros physique, c'est ceux qui ont le plus gros mental. Et, euh, et en tant que jeune coach, j'étais vachement admiratif et j'étais euh, ouais, je misais sur les mecs qui étaient doués, par exemple, que tu leur montrais une technique, ils arrivaient à la reproduire instantanément. Et pour moi, j'étais plein d'admiration pour eux et quelque part, ça me motivait plus un mec qui était doué que les autres qui étaient un peu à la traîne. Donc, Mhm. je prends toujours l'exemple de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, tu vois. Donc, j'étais admiratif du lièvre et je négligeais enfin, je survolais la tortue. Mhm. Quand je dis survolais, ils avaient le même entraînement, mais je ne le regardais pas trop. Oui. Et en fait, un de mes premiers élèves, un de mes premiers compétiteurs, c'était la tortue. Oui. C'est un mec qui s'appelle Xavier Foupa-Pokam, qui a combattu partout dans le monde, qui est le Français qui a le plus de combats professionnels en MMA. Et, euh, et lui, si tu veux, c'était la tortue. C'est le mec, il est arrivé à la salle, je le regardais à peine parce que je le trouvais nul, parce qu'il n'était pas, il était pas doué, il n'était pas talentueux. Et à côté de lui, il y avait un autre mec qui était vraiment prodigieux. Et ben, total, le mec qui était prodigieux, il a arrêté sa carrière après son deuxième combat professionnel. Et Xavier a terminé une carrière avec 52 combats professionnels en MMA. Ah ouais. Ouais. Il a fait une grosse carrière en Russie, normalement, et en Tchétchénie. Il a été au Japon, il a été au Brésil, il a été en Afrique du Sud. Il a combattu partout dans le monde. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte au niveau français. Et alors que, je te dis, la première fois qu'il est venu à la salle, je le regardais, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi, tu vois? Ouais. Donc, c'est l'exemple parfait de cet exemple-là, le lièvre et la tortue. Et c'est un mec, euh, je pense à Marshman, le combat à Obama contre Marshman, Ouais. où
il rencontre un Anglais qui était vraiment fort, qui était un ancien boxeur pro, qui s'était tourné au MMA, qui avait un gros bagage, qui était un des meilleurs Anglais à l'époque, qui devait aller ensuite à l'UFC. Et Xavier, au premier round, Xavier fait un takedown et il se prend une clé de bras en, je sais pas, peut-être 30 secondes de combat. Ouais. Donc, il se prend un juji et l'anglais était pas mal sur le dos et il lui enclenche le juji, il lui tord le bras. Donc, Xavier, il a le bras comme ça, tu vois, avec l'angle à l'envers. Et franchement, je m'attendais à ce qu'il tape, je m'attendais à ce que l'arbitre arrête. Et je ne sais comment il est sorti de la clé. Il a commencé un travail de destruction. Deuxième round commence, l'autre il est bien entamé. Xavier fait exactement la même erreur. Il fait le même takedown, il se prend la même clé. Et pareil, le bras en X, et il arrive à s'en sortir une deuxième fois. Et puis après, il a mis la marche en avant, il a défoncé son adversaire. Et quand tu vois le combat, Xavier Foupapokam contre Marshman, ceux qui veulent le regarder sur YouTube, quand tu vois le combat, tu dis comment le mec il fait pour encaisser ce qu'il a encaissé au niveau trauma et quand même aller chercher la victoire au bout du compte. Parce qu'après, il a défoncé l'anglais. Ouais. Et en fait, il n'y a qu'une réponse. C'est pas la technique, c'est pas le physique, c'est le mental. Et Xavier, de tous mes combattants, c'est l'exemple même du mec besogneux, dur au mal. J'appelle ça des mangeurs de cailloux, tu vois. C'est des mecs, t'as beau leur taper dessus, t'as beau faire ce que tu veux, ils vont être là jusqu'au bout pour essayer de remporter la victoire. Et c'est ça un combattant. Oui, c'est ça, le mental. Mais tu sais, quand tu vois, par exemple, la légion étrangère, les légionnaires qui poussent l'entraînement, ben, tu t'aperçois qu'à la fin, ce qui reste, c'est parce qu'ils sont les plus péchus, c'est ce qui mentalement n'ont pas craqué, quoi. Ouais. C'est ça, le mental, ouais, donc on est sur la même. Moi, tu me donnes quelqu'un qui techniquement n'est pas au point, mais mentalement c'est un tueur, c'est-à-dire qu'il est prêt, et quelqu'un qui techniquement est point, mais mentalement il n'est pas au point, je prends celui qui est mentalement, parce qu'à la fin, c'est ce qui va gagner, quoi. C'est le mental. Bien sûr. Ouais. Après, quelqu'un qui vient de ton club, par exemple, tu sais, ce que j'explique moi, c'est que tu as des gens qui viennent, mais déjà, ils ont une attitude de victime. Ça se voit de suite. C'est pour ça que je dis que dans la salle défense, quand tu auras les cours, 9 sur 10, déjà, quand tu les vois, c'est des victimes, déjà. Donc, déjà, ils démarrent pas bien, quoi. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a une attitude de victime, le MMA ou le Muay Thai peut l'aider? Est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire? Je pense que le cerveau, c'est comme un muscle. Okay. Je pense que le cerveau, c'est un muscle, c'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui sont dotés naturellement d'aptitudes, de capacités hors normes et qui vont sortir du lot naturellement. Tu les vois, tu te dis que ça soit physiquement ou même mentalement à la salle, ils arrivent et tu te dis ah lui, il est quand même au-dessus des autres, que ça soit physiquement ou mentalement. Et puis il y a des mecs qui arrivent. Ils ne payent pas de mine et puis à force de travail, à force de détermination et un travail acharné et régulier, ils arrivent quand même à construire une base solide, tu vois, quelque chose de solide. Alors, même si on dit on fait pas d'Anna un cheval de course, le travail quand même, ça comble beaucoup, tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas faire si le mec il est peureux, il a peur des coups et qu'en plus de ça c'est une feignasse, tu vas pas en faire un Chavez. Mais un mec, on va dire normal, un mec normal, tu peux en faire quelque chose parce que le mental, comme je disais tout à l'heure, le mental, le cerveau, ça se muscle comme un muscle, ça se travaille. J'ai eu des exemples aussi de mecs qui arrivaient à la salle qui n'étaient pas forcément forts mentalement et qui, à force, ils ont gravi des échelons. Et même si ils ont terminé une carrière qui n'était pas comparable à celle de Xavier, dont je parlais tout à l'heure, mais ils ont quand même fait une belle petite carrière et ils se sont épanouis dans la pratique. Et quoi qu'on en dise, ils ont atteint un niveau bien supérieur à bien des pratiquants de Mito-Jitsu. Oui, parce que tu viens de dire un truc qui est bien aussi, Cyril, là, c'est que, par exemple, toi, en tant que coach, le Snake Team, comme tu dis, il est connu. Ta façon d'entraîner, parce que bon, moi, j'ai regardé comment tu bosses, les gars, tu ne les pètes pas. Tu les pètes pas de suite. Alors que je vois que tu as des gourous de self-défense
Les mecs, c'est sûr, ils font ça pour eux. C'est-à-dire que le mec, l'élève, il arrive, c'est un débutant, il le casse dessus pour faire comprendre je suis plus fort. Et je pars du principe que si tu pètes l'élève dès le début, tu ne peux pas en faire un guerrier, ce n'est pas possible. Parce que mentalement, déjà si c'est une victime et qu'en plus, premier cours, tu le pètes, ben, tu le mets plus bas, quoi. Ça devient un disciple, quoi. Bah, le fait, en fait, d'un un gourou de la self-défense, c'est quoi? C'est un mec qui, généralement, c'est un combattant frustré, c'est-à-dire que le mec, il aurait voulu être John Jones ou Anderson Silva ou De La Hoya ou ce que tu veux, tu vois. Ouais. C'est un mec qui a pratiqué les sports de combat ou les arts martiaux, qui aurait voulu avoir les couilles d'être quelqu'un et qui les a jamais eues. Et donc, il vit à travers cette vie hypothétique, tu vois, cette vie théorique de combattant interstellaire. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de prouver quelque chose. Donc, ils ont besoin, puisqu'ils n'ont pas fait de compétition, ils ont ce besoin d'aller à la salle et puis leur montrer et montrer à tout le monde que c'est le mâle alpha, tu vois, qu'il n'y a personne d'autre qui est meilleur qu'eux dans la salle. Et c'est pour ça que quand tu vois une démonstration j'allais dire, de mythojitsu, de self-défense, quand tu vois une démonstration de self-défense, donc le gourou qui prend un élève pour montrer l'exemple, il est obligé de montrer que c'est le mâle alpha. Il est obligé. Alors qu'en boxe, quand je montre un exemple, je ne passe pas mon temps à taper dans la gueule de mes élèves ou à leur mettre des low kicks pour leur arracher la jambe. Ouais. Tu vois ces vidéos sur YouTube où il met. C'est marrant, il a une série sur YouTube qui s'appelle le low kick penchak ou je sais pas quoi. Ouais. Il ruine les jambes de ses élèves, tu vois. Donc, il leur met un low kick. Donc, le mec, il est en face de lui, il est relâché parce que c'est son disciple, tu vois, et qu'il est là pour montrer que le gourou, il est fort. Ouais. Et donc, en face, il leur met un low kick avec l'arête du tibia bien sur la cuisse, là où c'est bien viandu et que ça fait bien mal. Ouais. Et donc, forcément, le mec qui est relâché en face et qui s'attend pas à cette douleur, bah, il a la même réaction, et puis qui n'a pas l'habitude de prendre des low kicks surtout, bah, il a la même réaction que n'importe quel pélo. Tu prends n'importe quel mec dans la rue, tu lui dis vas-y, mets-toi debout, relâche-toi, et tu lui mets un low kick dans la cuisse, ils vont tous avoir la même réaction. Donc, le mec, le gourou, il est pas là pour. Il est pas là quand il fait une démonstration, il n'est pas là pour forcément rendre meilleurs ses élèves. Il est là pour montrer une supériorité et faire en sorte que le mec qui soit complètement accro et qui se dise que le gourou, il a la vérité et j'ai besoin de m'abonner semaine après semaine ou mois après mois, d'acheter le t-shirt avec le nouvel écusson, d'aller chercher le DVD qui va bien, d'aller chercher des cours privés avec parce qu'il a l'impression que Franck Repère, c'est un super saiyan, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as eu, quand tu parles de lui, est-ce que tu as eu des retours à la télévision quand tu avais proposé de venir dans la salle? Est-ce que tu as déjà de la salle 5 qui sont venus dans ta salle pour te prendre au mot ou pas? Bah, tu sais, j'ai fait un truc il y a quelques années, je pense que ça remonte au moins à 4-5 ans, tu vois. J'ai fait un truc sur Facebook où j'ai mis plusieurs statuts. Ça durait peut-être un an et demi, un truc comme ça, où je mettais les statuts où je défiais les pratiquants de self-défense à venir, tu vois. Alors, sans citer des noms, hein, parce que je ne voulais pas non plus leur donner une trop grande importance, même si ça me titillait. Mais sans citer des noms, je voulais que les plus grands gourous de self-défense fassent une équipe de 10 combattants, ou 5 ou 10, et qu'ils fassent une équipe de 5 ou 10 combattants de leur style, et qu'on les mette en face de 5 ou 10 combattants de MMA de mon école. Et donc, je leur disais, voilà, peu importe les catégories de poids, peu importe. Le seul truc que je mettais en avant, le seul critère, c'était le nombre d'années de pratique. C'est-à-dire que le mec de Penchak, il devait affronter un mec qui avait le même nombre d'années de pratique que lui. Tu vois, c'était le seul critère. Alors, j'ai eu des réponses, hein, parce que forcément, quand tu lances un défi comme ça, et puis j'argumentais à chaque fois, tu vois, je disais, voilà pourquoi je pense que la self-défense, c'est de la merde. Et donc, il y avait des pratiquants de self-défense qui me répondaient.
qui m'expliquait que j'étais hautain, que je pensais que je connaissais, j'avais la science infuse, que ceci, que cela, que Ropers ou me défonçait en combat de rue ou je ne sais quoi. Mais personne n'a relevé le défi, tu vois. Personne n'a relevé le défi. On m'a proposé, on m'a invité à leur salle. Je disais, non, le but, c'est pas que moi, je me déplace et que j'aille chez vous tout seul et que j'affronte qui que ce soit. Je voulais vraiment avoir une réponse, tu vois. Et je leur disais, d'ailleurs, en plus de ça, je ne veux pas quelqu'un qui est un ancien combattant de boxe thaï ou je ne sais quoi et qui maintenant fait du penchaksila ou du Krav Maga ou je ne sais quoi. Je veux un pur produit de chez vous, un pur produit de chez vous et qui affronte pour voir si votre système il est bon. D'accord? Si votre système il est bon, je veux un pur prospect de chez vous, un pur pratiquant de chez vous pour affronter un pur combattant de MMA. D'accord? Et donc, j'ai jamais eu de réponse. Et puis après, j'ai commencé à citer des noms, mais j'ai jamais eu de réponse, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait… Alors, ce qui est marrant, c'est qu'un disciple, en fait, quand ça fait 6 ans, ou je sais pas moi, 6 ans, 7 ans qu'il pratique, il est persuadé de son truc. Il est obligé d'être persuadé de son truc. Il est obligé de croire en son truc. Et donc, j'avais des réponses assez virulentes qui me disaient que, encore une fois, j'y connaissais rien, que j'étais un mec arrogant et hautain et que normalement, la pratique des arts martiaux, ah oui, celle-là où je l'ai eu souvent aussi, la pratique des arts martiaux, c'était l'ouverture sur tous les autres arts martiaux et que ceci et que cela et blabla, blabla, et que le défi, c'était pas bien et que je me comportais comme une caïra de cité. Et j'étais obligé de rappeler sans cesse que les arts martiaux, les sports de combat avaient un but. Il y a un but. Il y a un but dans tout ça. C'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour se dépenser, c'est pas juste pour avoir confiance en soi, c'est pour vaincre l'adversaire. Que ce soit les sports de combat ou les arts martiaux, la base du truc, c'est de défoncer le mec qui est en face de toi. Tout à fait. Et de dominer physiquement et donc mentalement le mec qui est en face. Si ton style que tu pratiques, il est incapable d'assurer que face à un autre style, tu es capable de le dominer, alors ça veut dire que ton style à toi, que tu pratiques, il n'est pas dans cette voie, il n'est pas dans cette recherche d'efficacité. Et c'est ça que j'ai essayé de démontrer avec mon défi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les mecs du penchak, du krav maga, de tous ces styles chelous et complètement irréalistes, s'entraînent dans un gymnase. Écoute ça, ils s'entraînent dans un gymnase avec des potes à eux, 2 fois par semaine, à raison de 1h30 par cours, qui ne font pas de centaines de pompes, qui ne font pas des centaines d'abdos, qui transpirent à peine. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas de tatami au sol, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de chute, ils ne font pas de lutte. Sachant que dans une bagarre de rue, allez, 1 fois sur 2, il y a une chute sur le sol. 1 fois sur 2, il y a une amenée au sol, qu'elle soit académique ou que ce soit 2 mecs qui se chiffonnent et qui tombent par terre et qui se retrouvent au sol, hein, peu importe. Mais tout ça pour dire que les mecs ne savent pas chuter, ils ne savent pas lutter. Et puis quand tu vois les vidéos de leur travail au sol, tu te dis, mais c'est même pas le niveau d'un ceinture blanche ou ceinture ce que tu veux en jiu-jitsu brésilien. Et donc ça, c'est un style qui est supposé sauver des vies. C'est sur le papier, théoriquement, c'est supposé être les styles les plus efficaces et les plus réalistes au monde. Donc, dès le départ, quand tu vois la physionomie d'un cours de self-défense, dès le départ, et que tu as l'œil et que tu connais ce que c'est que le combat, moi j'ai été portier, je sais ce que c'est que le combat, je sais à quoi ça ressemble. C'est sale, c'est pas une chorégraphie de kung-fu, c'est pas du Wing Chun, c'est pas du Taibo. C'est sale le combat de rue, il n'y a rien de beau là-dedans, tu vois, ça chiffonne, ça s'attrape les vêtements, ça se met des coups de boule, ça chiffonne par terre, il y a du fish shooting et tout, c'est pas beau. Et donc, quand tu vois la physionomie d'un cours de self-défense
et qu'il n'y a pas de tatami au sol. Déjà, la première chose, il n'y a pas de tatami au sol, donc il n'y a pas de lutte. Ouais. Donc, tu ne t'entraînes pas à tous les cours à faire des takedowns. Et quand je te parle d'un takedown, ça veut dire c'est-à-dire que moi, quand j'ai construit des salles, que ce soit ici en France à l'étranger, et que je commandais les tatamis, ma principale priorité, enfin la priorité que j'avais quand je choisissais mes tatamis, c'était de savoir est-ce qu'il va se blesser s'il chute. Parce que le vrai combat, un combat réaliste, il y a de la chute dedans. Il faut anticiper un mec qui va chuter d'une hauteur de, je sais pas moi, 1,50 m sur l'épaule, sur la hanche, sur la tête, sur la nuque. Et donc, à partir du moment où tu t'entraînes dans un gymnase municipal, où il n'y a pas de tatami au sol, il y a du parquet ou un revêtement dur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en train de t'entraîner à chuter, tu n'es pas en train de t'entraîner à faire de la lutte. Et donc, ça veut dire que ton système, soi-disant efficace et réaliste, il ne l'est pas du tout parce qu'il a complètement mis de côté un aspect fondamental du vrai combat, le vrai combat, c'est-à-dire le combat de rue, c'est-à-dire la lutte et le travail au sol et puis le travail de chute. Il faut apprendre à chuter aussi. Comment tu veux apprendre à chuter si tu as du bitume par terre? C'est pas possible. Les judokas, est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce que les judokas ou les lutteurs s'entraînent sur du bitume? C'est impensable pour eux parce qu'ils se disent ben, je vais faire une séance par mois, tu vois. Je vais faire une séance d'entraînement par mois parce que le reste du mois, ça va être fait pour me soigner. Tu comprends? Donc, la physionomie d'un cours de self-défense est complètement irréaliste. Quand tu arrives dans et à chaque fois, on me dit aussi, quand j'ai ces débats, à chaque fois, j'ai toujours ces invitations de mecs, de pratiquants. Viens chez nous, tu vas voir. D'accord? Viens chez nous, tu vas voir. Tu vas voir que nous, on est efficace, qu'on travaille différemment que des autres. Mais déjà, premièrement, j'ai donné des stages, pas mal de stages, et bizarrement, j'ai eu beaucoup de demandes de sport de self-défense. D'accord? Donc, j'ai donné des cours dans les sections de self-défense. Et la première chose qui me frappait, c'était la diversité. Comment je pourrais dire ça? La diversité des physionomies et des conditions physiques. C'est-à-dire que ça allait du jeune de 18 ans ou 17 ans, tu vois, qui a envie de se donner à fond dans un sport et qui a vu une pub de Frank Roper sur YouTube et qui s'est dit, putain, c'est un truc de ouf. Avec ça, je vais être le roi du pétrole, je vais être le roi du quartier. Et donc, le mec, il se retrouve dans un cours de self-défense. Et de l'autre côté du spectre, tu as la ménagère de moins de 60 ans, on va dire elle a 45 ans, elle est clopeuse, tu vois, elle fume. Elle fait, je sais pas moi, 1,62 m pour 72 kilos. Elle est incapable de faire une pompe correctement. Elle se retrouve dans le même cours que le petit qui a 18 ans. Et ça, et entre les deux, il y a de tout. Hein. Il y a le boulanger qui fait 1,95 m et qui fait 120 kilos. Il y a de tout. C'est-à-dire, et donc, on aimerait nous faire croire que cet éventail de spécimens, de pratiquants, va suivre exactement le même cours. C'est-à-dire la ménagère, elle va faire le même cours que le mec qui fait 1,95 m pour 145 kilos de bedoche et que le petit de 18 ans. Et qu'avec ce cours, qui est donné 2 fois par semaine à raison d'1h30, tout le monde, tout ce ragoût d'humains va être capable de terrasser des mecs armés dans une ruelle sombre. Mais si des gens qui sont adultes et qui entendent ce discours sont capables de croire à ça, bah après, tu es capable de croire à tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, en ce moment, on le voit avec ce qui se passe.
Ah ben ouais, je vois, j'ai fait une vidéo, moi je pense que tu l'as vu il n'y a pas longtemps, ça peut-être quoi, 15 jours, justement, où je parle de gars qui est au sol et que donc tu as le gourou qui est au sol, tu as le gars qui est au-dessus de lui, les jambes ouvertes, entre ses jambes en fait. C'est-à-dire le mec a les jambes ouvertes, le gourou a les jambes au milieu, alors il le pousse là, il le frappe là. Et je leur dis, mais dans la rue, j'ai dit, tu as déjà pris un stump? Tu sais ce que c'est que j'ai un stump? Tu crois que le gars il va rester au-dessus de toi, il va te regarder, ou un bon coup d'épée dans la tronche? Et tous ces mecs-là, en fait, ils font que du statique. C'est très beau, tu vois, mais encore une fois, on est loin de la réalité. On est loin. Toi, tu as boxé à Pride. Pride, le stump est autorisé. Les mecs, ils n'ont pas compris la puissance d'un stump. C'est que quand ça Bien arrive, sûr. mais, Bah, oui, d'ailleurs pour en revenir à mon combat au Pride, c'est comme ça que je perds. Hein. Je perds au stump, sur un stump, parce que en face de moi, j'avais ce que les gens considéraient comme le meilleur combattant de MMA de l'époque, c'est-à-dire Shogun Rua. hein, oui, Et je perds sur des stomps juste parce que voilà, bon, pour deux raisons, parce que j'avais pas de cardio et puis parce que le mec en face, il était adepte du stomp et il avait l'éventail complet, on va dire, du MMA et que, ouais, en tout cas, le MMA version Pride et que moi, j'avais qu'une partie de cet éventail-là. Et ouais, donc, dans la rue, l'éventail, il doit être encore plus ouais, vaste que, ouais, et, et, et donc, euh, ouais, ça me fait marrer, en fait, tu vois, les mecs qui s'entraînent. Et là, pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'éventail, justement, dans un cours de self-défense, l'éventail, si tu veux, si on prend l'éventail possible dans un combat style Pride, il est, je sais pas moi, sur l'éventail de 1 à 100. Les règles du Pride, on va dire, c'est à 70. Après, tu rajoutes des armes et puis là, tu as un truc complet. Et les mecs qui sont dans des cours de self-défense et qui s'entraînent, ils ont, je sais pas moi, ils sont peut-être à 20, tu vois. Ils sont à ouais, 20 parce que les mecs, même un combattant de MMA, ce qu'il fait dans son cours, euh, c'est beaucoup plus complet. C'est beaucoup ouais, plus complet parce qu'il y a de l'affrontement, parce ouais, il y a des takedowns, qu'il y a de la lutte, il y a du travail au sol, il y a des frappes au sol, il y a toutes ces choses-là qu'on ne voit pas dans les cours de self. Ou alors c'est tellement édulcoré et on a tellement retiré des éléments essentiels, notamment mhm, le stress, comment gérer la douleur, comment gérer la peur, comment gérer un coup au foie, comment ouais, gérer être sonné et puis tu vois rétablir l'équilibre et remporter la victoire. Enfin, ouais, tous ces éléments-là qui sont essentiels à un pratiquant de sport de combat, d'arts martiaux, on les a complètement ouais, survolés, voire ignorés dans les cours de self-défense. ouais. Puis, Et il y a une chose aussi, Cyril, c'est que je pense que tu es d'accord avec moi. Euh, Tu sais, tu as des mecs, on te l'a dit à toi, ouais, mais nous, dans nos cours de self-défense, on fait des sparring. Ça arrive souvent. On fait des sparring. Alors, moi, ouais, je leur dis, c'est tout simple. Dans ton cours de self-défense, on te met une droite, on va t'apprendre à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Je dis, tu me dis que tu fais des sparring. Très bien. La question est simple. Quand tu fais des sparring, est-ce que tes techniques que tu apprends, elles marchent? Non. C'est quand tu fais des sparring, en fait, ces mecs-là, ils font du pied-point, à part que c'est sale, parce qu'ils ne ouais, savent pas bien le faire. sûr. Et ils ne savent pas le faire, Regarde, donc c'est mauvais. je vais te dire un truc. Tu regardes, n'importe qui pense que on dit de la merde, toi et moi, on dit de la merde, on est des gens aigris, des gens jaloux de la Ouais. self-défense, ou parce que ça, je l'ai tout le temps, ça. Mhm. Je suis un mec aigri, je suis un mec jaloux et je jalouse ou Franck Ropers ou tous les autres. Euh, faut savoir un truc, c'est que ce que je dis moi, c'est par rapport à du vécu. Mhm. C'est-à-dire, et en plus de ça, je l'ai prouvé que j'ai un Ouais. vécu. Tout à J'ai un fait. vécu qui est, qui est archivé. Ouais. J'ai une centaine de combats professionnels, un peu plus de 100 combats professionnels. Si tu creuses un peu, je pense que tu peux trouver allez, 60 combats sur les 100. Ouais. Il y en a qui sont partis aux oubliettes parce que une partie de ma carrière s'est faite à une époque où Internet n'existait pas. Ouais. Mais, euh, je pense qu'il y a une grosse partie de ma carrière que tu peux retrouver. Mhm. Franco, toute cette clique-là, ils sont inconnus au bataillon. C'est-à-dire Ouais. dans n'importe quel milieu martial, euh,
où il y a des combats, où il y a des compétitions, ils sont inconnus. Ouais. Toute leur réputation repose sur leurs vidéos de démonstration. Tout à fait. Et puis, ils sont très forts en trouvant. Moi, par exemple, on m'a fait une critique il n'y a pas longtemps de ça. D'ailleurs. Elle me dit, bon, ben, Carillo, tu as entraîné John Jones, mais tu n'as aucune crédibilité, tout simplement parce qu'il prend de la drogue. Et donc, ce n'est pas un vrai gagnant, c'est un perdant. Je leur dis, mais tu crois que prendre de la drogue, ça va améliorer ta droite, ça va améliorer ton takedown, ça va améliorer ton combat, mais il faut qu'ils arrêtent, tu vois. Donc, pour eux, tu n'es pas crédible, tu vois, parce que tu n'es pas sain, tu vois, ou les boxeurs que tu as coachés ne sont pas sains. Et ils essaient toujours de trouver des contres dans ce que tu dis, tu vois. Ouais, Mais ouais, par bien exemple, sûr. on arrive à une question que j'ai à te poser, ça tombe exactement là. On va te dire, ouais, mais nous, Cyril, on met des coups de pied dans les couilles. Donc, est-ce que tu penses que toi, c'est un MMA, on autorise les coups de pied dans les couilles, est-ce que ça changerait? Rien du tout. Exactement. Tu sais, j'aurais un autre exemple de MMA. Je suis en Sibérie avec Xavier, dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Donc, Xavier, c'est le mec, je te dis, tu lui ramènes un grizzly ou, je sais pas moi, un King Kong et tu lui dis, vas-y, faut le battre. Il va lui dire, vas-y, d'accord, on y va. Tu vois, c'est cet esprit-là, tu vois. Ouais. Donc, on est en Sibérie, dans le fin fond de la Russie. Il fait moins, je sais pas combien. On est là sur un tournoi mondial de Vale-Tudo. Donc, Ah ouais, ouais. tu as compris. Tu Ouais. vois, c'est les règles du Pride et de l'UFC mélangées. Ouais. Et en plus, on est dans le vestiaire. Donc, Xavier va combattre. Et là, il y a le numéro 2 de l'organisation qui vient et qui est. En fait, Xavier, dans tout le tournoi, c'était l'homme à abattre parce qu'il venait de défoncer je ne sais pas combien de mecs en Russie. Ouais. Et donc, c'était l'homme à abattre, tu vois. Donc, on se retrouve dans ce tournoi mondial. Il y a des gens de partout dans le monde, tu vois, et notamment un Russe qui est dans la même poule que lui. Ils ont absolument envie qu'il gagne. Ouais. Et juste avant le combat, le mec de l'organisation, il vient dans le vestiaire, il dit allez, 5 minutes avant le combat. Il nous dit Cyril, il y a eu un quiproquo, je ne suis pas sûr que vous êtes au courant, mais tu sais qu'il y a les coups de boule qui sont autorisés. Et donc, je suis là, donc il y avait déjà les stompes, il y avait déjà les soccer kicks, il y avait tout. Et en plus de ça, dans le vestiaire, 5 minutes avant le combat, on me dit qu'il y a les coups de boule. D'accord. Ouais. Xavier, il se rapproche parce qu'il me voit en train de parler avec le mec. Parce que moi, je suis en train de déjà lui dire, mais attends, tu nous dis ça 5 minutes avant le combat Ouais. et tout, c'est un peu relou, tu vois, ton Ouais. truc. Et Xavier, il se rapproche, il comprend ce que l'autre lui dit, il me regarde, il me fait, coach, ça va rien changer de toute façon, je vais le défoncer. Et ça, tu vois, c'est quand tu es un vrai combattant, d'accord, et que tu t'es entraîné, je sais pas combien d'années dans cette optique-là, de faire du vrai combat, d'accord, Mhm. pas des je te touche, tu me touches, patte de mouche, griffe du dragon ou je sais pas quoi. Euh, tu, euh, tu as une autre mentalité. Tu n'es t'es pas dans le délire, t'es plus dans le délire, c'est quoi qu'on doit faire ou machin, tu vois. Mhm. Tu t'es suffisamment entraîné correctement, de façon complète, pour être capable de répondre à plein de trucs, en fait, plein de Ouais. problématiques. Ouais. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les combattants de la Snake Team, euh, si tu veux, il y a quelques années en arrière, on nous a demandé, quelques années en arrière, il y a un mec de notre équipe qui est parti en Sanda, tu vois. Mhm. Il est parti en Sanda, il a éclaté tout le monde, et il est devenu champion de France de Sanda. D'accord. Ouais. Alors qu'il ne faisait pas du Sanda. Hein. Ouais. Et puis, en revenant, il dit à tout le monde, ouais, tu sais, c'est bien le Sanda quand même. Tu vois, ça ressemble à une partie du MMA. Tu vois, on a le droit au pied-point, on a le droit au takedown, c'est sympa. Et puis, ça nous fait des rounds, tu vois, ça nous rajoute de l'expérience et des rounds. Mhm. Et l'année d'après, il y en a eu 3 ou 4 qui ont voulu le faire. Et les 3 sont devenus champions de France. Et on a fait la même chose, on a fait la même chose avec d'autres styles, juste parce qu'à un moment donné, ce qu'on enseigne à la Snake Team, ce que j'enseigne à la Snake Team, c'est du combat. On fait Ouais. du combat. Ouais. On fait du combat dans tous les sens du terme. Tu vois, il y a
il y a Papoulélé, Emmanuel Dawa, qui est, il y a 2 ans, qui a voulu se mettre à la boxe taille. Il a dit, ouais, j'ai envie de faire une saison en boxe taille. Il avait vu, il avait tourné avec des mecs en boxe taille, et puis il avait kiffé et tout machin, et il se dit, il se voyait un petit peu par rapport à leur niveau, comment ça allait. Il se dit, ouais, je vais faire de la boxe taille. Son premier combat en boxe taille, tu vois, c'est le mec, il a une réputation en MMA, donc il le met directement en finale, finale de championnat de France classe A pro face à son adversaire pour son premier combat en boxe taille. Donc il n'a jamais fait de boxe taille de sa vie. Ouais. Il se retrouve là-dedans. Il gagne, il devient champion de France. Pourquoi? Parce que ce que je leur enseigne, c'est du combat. Ce que je leur enseigne, c'est pas de se cantonner à un seul aspect du combat. Ouais. On essaie d'être le plus complet possible. Le seul truc qu'on ne fait pas à la Snake Team, c'est les armes. On ne fait pas des armes. Ouais. Mais on a une approche martiale, on a une approche réaliste du sport qu'on pratique, tu vois. Ouais. Et donc, et c'est important, tu vois, quand tu fais des sports de combat, tu fais des arts martiaux, c'est important de jamais lâcher de vue ton objectif. Ton objectif, c'est de remporter la victoire, c'est de dominer l'adversaire, c'est de faire en sorte que le mec abdique le plus vite possible. Ouais. Tu vois, que ce soit par KO, par soumission, tu vois, c'est ça l'objectif. Et quand tu vas dans un cours de self-défense et que tu vois un cours complet, tu te rends compte qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de faire. Ouais. Tu vois, il n'y a rien qui… Si ton objectif, c'est le réalisme et l'efficacité d'un combat, quand tu regardes un cours de self-défense et que tu comprends que les mecs, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de réel échange, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de recherche du chaos, il n'y a pas de recherche de… Tu vois, quand en sport, dans les sports pieds-points, par exemple, ou le MMA, ou ces sports-là, il y a une vraie recherche du chaos. Et donc, les mecs, les compétiteurs qui sont en préparation pour un combat, ils mettent les gants, ils mettent les casques, ils mettent les coudières, ils mettent les genouillères, ils mettent des fois double protège tibia, et ils envoient à 90%. Ouais. Et ça, c'est une sparring, on fait ça une fois par semaine, une sparring de séance dure, parce que les mecs, ils ont besoin de ça, parce que ça ressemble au combat. Tu comprends? Ouais. Et donc, des fois, il y a des coups au foie qui partent et le mec qui tombe par terre et t'entends et le mec qui tombe par terre parce qu'il a envie de décéder sur place et que la douleur, elle est insoutenable, tu vois. Donc, c'est ça le vrai esprit martial, c'est ça les vrais sports de combat, c'est ça la vraie pratique martiale. Ouais. Et donc, ce qu'on enseigne à la Snake Team, on est vraiment dans l'essence de ça. Tu vois. Mais tu es un guerrier, c'est des guerriers. Tu es une Israël guerrière. Tu vois. Bah oui, parce que… Tu vois, Cyril, quand tu avais boxé, toi, David, ce que les gens ne savent pas, c'est que le même soirée, donc j'avais Philippe Baudron qui avait boxé Jamel Yacouben. Et moi, c'était le promoteur de Paris, de Charletti, qui m'avait appelé par Francis Andaoui. Et il m'avait demandé s'il y avait 2 boxeurs. Donc, j'avais amené David et Philippe. Et Philippe Baudron, je ne sais pas si tu le connais, il était champion d'Europe de boxe taille. Il avait un club à Toulouse qui s'appelait Supreme Arena. C'était un gros club à Toulouse. Mais Philippe, moi, quand je lui ai proposé de venir, que j'ai dit, voilà, on a une offre. David, toi, tu peux boxer Cyril Diabaté et toi, Philippe, tu peux boxer Yacouben. Philippe était champion de France classe C et Yacouben était classe A. Et quand j'ai proposé ça à Philippe et David, les deux m'ont dit, allez, on y va. Parce qu'ils avaient l'occasion de se frotter à des grands, tu vois. Ils n'ont pas dit, oh, il va me tuer. Allez, on y va. Tu vois, ils sont allés. Et Philippe, bon, David a perdu avec toi au 3e, mais Philippe, il a perdu par décision sur 5 rounds de 3 minutes. Et quand tu as envoyé Yacouben après, que je lui ai dit, Jamel, le gars que tu as boxé, c'est un classé champion de France. Et Jamel avait été vachement surpris. Et c'est la première fois qu'on a rencontré d'ailleurs Janos Karboski qui était venu voir Philippe, qui avait dit putain, pour une classé quand même, tu as tenu 5 rounds en face de Jamel Yacouben, et chapeau. Parce qu'on arrive à ce que tu disais, c'est le mental, c'est des guerriers. C'est-à-dire que tu ne vas pas jouer à la boxe. Tu vas jouer au basketball, mais tu ne joues pas au MMA ou à la boxe. Tu vas t'entraîner
Et comme j'en parlais avec qui j'ai une interview dernièrement, je dis quand tu vas à la salle de boxe ou MMA, quand tu prépares ton sac, eh bien, déjà, tu commences à rentrer pratiquement dans un rituel. Tu prépares les bandages, les gants. C'est pas, tu vas faire ton sac de baseball, tu vois, de basket, quoi. C'est pas pareil, quoi. Non, c'est pas pareil. Tu vois, même C'est pas un l'odeur jeu. dans un club de MMA ou de boxe thaï, c'est pas la même que dans un club tu sais, de la ville de Toulouse où tu vas faire la salle défense, quoi. Ouais, c'est clair, c'est C'est clair. vraiment différent. Maintenant, Cyril, toi, en MMA, quels sont les champions MMA qui t'ont marqué, qui t'ont affecté en fait? Ah, pour moi, Fedor, déjà, Oui, Fedor, après, Fedor, après, les premiers, hein, c'est. Allez, les premiers, c'est même avant ça. Ceux qui m'ont vraiment marqué, Marco Ruas à l'époque, les premiers, hein, je te parle. Marco Ruas, parce qu'il était complet par rapport aux autres. Ensuite, pour moi, cette époque-là, c'est-à-dire les années 90, il y a eu, il y a eu Frank Shamrock, mhm, il y a eu les débuts de Fedor, il y a eu les débuts de Sakuraba. ouais, Euh, Sakuraba, il m'a vraiment impressionné. C'était mon préféré de l'époque. ouais, Il y a eu aussi Hayato Sakurai, ouais, champion du Chuto. Euh, Rumina Sato aussi, ouais, ouais, pareil, un combattant du Chuto. ok, Euh, et puis après, j'ai commencé à regarder. Enfin, j'étais vraiment fan du Pride, moi. ouais, Mon truc, c'était le Pride. Donc, j'ai regardé Fedor, la grande époque Fedor. Pour moi, c'était quelque chose d'hallucinant, tu vois. ouais, Euh, et même aujourd'hui, hein, même si je compare un Fedor de sa meilleure époque avec les poids lourds d'aujourd'hui, ouais, je me dis qu'il était vraiment en avance de son temps et puis qu'il était prodigieux, tu vois. Donc après, il y a eu cette vague-là. Et puis après, les années 2000, j'ai aimé, j'ai aimé tous les grands de l'UFC qui ont commencé vraiment à sortir du lot. Et Georges Saint-Pierre, forcément. mhm, Euh, les, qui d'autre avant ça ouais, Frank Shamrock, déjà, il était encore là, il était encore présent. Euh, les Chuck Liddell aussi, j'aimais bien ouais, Chuck Liddell, il avait ouais, un style qui était bien efficace. ouais, Et puis après, la dernière génération, j'ai envie de dire, celui qui sort vraiment du lot pour moi, c'est Israël Adesanya, mhm, parce il a une vista, il a une intelligence de combat qui est vraiment au-dessus du lot. Tu vois, ouais, il ressemble à Anderson Silva de la grande époque. ouais. Et donc, oui, lui, il sort du lot et j'aime le voir combattre parce que tu vois tout. Il y a du spectacle, il y a de l'intelligence, il y a du style. C'est vraiment beau. D'accord. Maintenant, une autre question aussi par rapport quand on parle des arts martiaux. Que je lis les questions, là, tu as déjà répondu à pas mal de questions. Il y a une chose que tu viens de dire qui m'a marqué, et je l'ai dit dans une vidéo quand je parle des diplômes, parce que tu as Frank Ropers qui montre tous ses diplômes. Et à un moment, il Ouais, montre un diplôme, il dit, je me suis même intéressé au MMA, j'ai fait un stage avec Bas Rutten, et il montre un ouais, certificat. Et quand je regarde la vidéo, moi, j'ai refait une vidéo après ça et je lui ai dit une chose importante. J'ai dit, il y a une chose que tu as oublié là, c'est que tu as ton certificat, tu as Bas Rutten à droite. J'ai dit, mais tu as oublié de mentionner le nom à gauche qui est encore plus important et c'était Marco Ruas. ouais, Alors je lui dis, quand quand on entraîné, on dit Bas Rutten, bien sûr, c'est un monsieur. J'ai dit, mais tu as oublié de dire Marco Ruas parce que lui, c'est un grand monsieur aussi. Tu vois. Donc ouais. ça prouve déjà que les gars en MMA, ils font un stage, ils vont avec le nom qui est le plus connu, entre guillemets, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à qui est avec Bas Rutten. C'était Marco Ruas qui était présent, tu vois. Et Marco Ruas, c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu son nom, parce que c'est un grand monsieur, quoi. Ouais, Marco Ruas, c'est le premier, pour moi, le premier à lier la formule moderne du MMA, Ouais, c'est-à-dire la boxe thaï, plus la lutte et plus le travail au sol. Tu vois, pour moi, ouais, c'était le premier à le faire. ouais, Tu vois, après, il y a eu, comment il s'appelle, Frank Shamrock.
Oui. qui a repris ça, qui était complet, qui était Marco Ruas, il manquait un petit peu de cardio et puis quelque part Franck Chamois qui a comblé cette lacune parce qu'il est Ouais. arrivé avec un pied-point, avec de la lutte et avec des soumissions et en plus de ça il avait un gros cardio, tu vois. Ouais. Et non, Marco Ruas, c'était moi j'aimais tout chez lui. Il avait une prestance, il avait un charisme, il avait un physique avec ses poils sur le torse là et Ouais. des gros muscles. Il avait son petit slip de bain de brésilien Tout à là. fait. Ouais. Je me dis et non pour moi tu vois c'était un personnage de jeu vidéo. Moi j'ai toujours Ouais. été gamer, tu vois. Donc quand je le voyais arriver, pour moi c'était le personnage que j'aurais choisi dans le jeu, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui donnent des ceintures noires sur Internet? Les quoi? Des gens qui donnent des ceintures noires sur Internet. Oh là là, putain. C'est comme, tu sais, c'est comme Franck Roupers qui, à un moment donné, il faisait des cours sur son site Franck Roupers Academy, là où je sais pas comment ça s'appelle. Il donnait des cours par visio, donc je sais pas quel, tu vois, FaceTime ou je sais pas quoi, ou Zoom ou je sais pas quoi, ce que c'était à l'époque. Il donnait des cours de 15 minutes pour 35 euros. Euh, à donner des conseils, à donner, je sais pas ce qu'il faisait en fait. Et je me dis en fait, bah, ça a toujours existé déjà. Depuis la commercialisation des arts martiaux, je me souviens, quand j'étais jeune, je retrouvais des vieux magazines, même américains, le célèbre Black Belt, ou Oui. même des magazines genre Karaté Bushido, où Oui. ils vendaient des cours par correspondance, Oui. où tu envoyais un chèque et tu recevais un fascicule, un petit livret avec tes techniques à travailler, tu vois. Ouais. Et en fait, le Mito Jitsu, ça a toujours existé, tu vois, ça a toujours Ouais. existé, ça existera toujours. Il y aura toujours des crédules qui vont acheter aussi bien l'abonnement à tel fascicule qui va t'apprendre à être un guerrier de la rue que les gens qui achètent la planche à abdos sur téléachat, tu vois. Ouais. C'est toujours. Les gens sont à la recherche de la facilité. Ouais. Malheureusement, le combat réaliste, il n'y a pas une version facile en fait. Mhm. Il n'y a pas de version. J'apprends à être un combattant ultime avec des DVD. Ça Ouais. n'existe pas. Ouais. Tu vois, tu peux à la limite les DVD, ça sert à des gens qui ont déjà un bagage. Ouais. Tu vois, Ouais. moi, j'ai énormément appris sur des vidéos. Mhm. Bien sûr. J'ai énormément appris en regardant des combats ou Ouais. des tutos. Effectivement, il y a plein de choses que j'ai appris en regardant des vidéos. Ouais. Mais parce que j'avais déjà un certain bagage et que je comprenais le mécanisme de ce que j'étais en train de regarder. Ouais. Un mec qui n'a jamais fait de sport de combat, qui est un débutant, Ouais. ou même ça fait quelques années, mais qui n'a pas encore ce savoir, cette, cette faculté à découper la technique et à la retranscrire et à la comprendre surtout, Ouais. c'est pas possible de progresser en regardant une vidéo. Tout à fait. Ouais. Comment tu veux faire? Comment tu veux comprendre ce que ça représente, ce que tu es en train de regarder, si tu n'as pas l'expérience qui va avec? Ouais. Tout à Tu fait. Mais comprends? Et donc, Bruce Lee disait que comment expliquer le goût du sucre à quelqu'un qui l'a pas goûté? ouais, Il faut c'est expliquer le sûr. goût du sucre, mais sans le goûter, en fait. Ouais. Ou comment expliquer une couleur à quelqu'un qui est né aveugle, tu vois, c'est impossible. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est impossible. Et donc, pour moi, les vidéos, ça sert quand tu as un certain bagage, quand tu as déjà un certain Ouais. niveau. Tu Ouais. comprends? Ouais. Euh, Prétendre à un mec, acheter mon coffret DVD de 12 DVD du 1 à 12 en partant de débutant jusqu'à combattant de l'UFC, si le mec qui pense qu'il va avoir un niveau de l'UFC avec ses 12 DVD, ouais, autant croire au Père Noël, autant croire aux Lucioles, aux licornes et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, il y a sa défense qui disait que euh, il disait oui, tu peux apprendre sur Internet. Il disait exemple, mon chiropracteur. Comment tu dis ça en France, chiropracteur?
c'est ceux qui te cassent les os, qui te met les os en place. Ouais, c'était ça, ouais. Un chiropracteur, il disait, mon chiropracteur, eh ben, même lui, maintenant, il continue à faire des formations supplémentaires sur Internet. Donc, on peut se faire faire sur Internet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le chiropracteur, il a quand même été à l'école avant, il a pratiqué, et après, c'est comme un chirurgien du cœur qui va lire des choses sur Internet après. Oui, mais avant, il était quand même formé. Moi, un chirurgien du cœur, un mec me dit, oh, le gars, il va te faire une opération du cœur, il a été formé sur Internet. J'ai dit, mec, il va se faire enculer. Donne-moi quelqu'un qui a été formé, qui a fait des opérations, qui est allé à l'école, qui a pratiqué, et après, il s'est fait des choses à côté, ça va, mais donne-moi quelqu'un qui a pratiqué, quoi. Ouais, c'est comme, tu sais, euh, en étant complotiste en chef, Ouais, j'utilise toujours cette analogie. Les pilotes des Boeing hein, qui se sont écrasés dans les tours ouais, ont soi-disant appris à voler sur des simulateurs. ouais, Et donc, pour moi, c'est aberrant, tu vois, qu'on puisse dire ça. C'est comme, ouais, c'est comme dire que le mec, il a appris à être combattant avec des DVD et il est arrivé à l'UFC, tu vois, ouais, c'est la même chose. tout À à un fait. moment donné, le combat, c'est le combat, tu vois. Il y a une partie théorique, bien évidemment, il y a toujours une partie théorique qui est Mhm. très Bien importante sûr. d'ailleurs, Mhm. mais il y a aussi une partie réelle. Donc, pour moi, il y a trois étapes dans la pratique martiale. Il y a une partie théorique qui existe, c'est-à-dire tu apprends la technique, tu apprends Mhm. la théorie, les distances, la notion de distance, la notion de garde, les notions de déplacement. Ensuite, tu as une mise en application qui est à la salle, qui est de sparring. Et Mhm. ensuite, tu as une mise en situation, on va dire, réelle, qui est la compétition. Et donc, les trois chapitres sont primordiaux. Ouais, Tu ne peux pas oublier, oublier un de ces chapitres et dire bah, c'est bon, je sais combattre. C'est pas tout à fait. possible. C'est pas Tout à fait. possible. Ouais, Et donc, dans les sports de combat et dans les arts martiaux, on va dire entre guillemets réels, il y a ces trois chapitres. ouais, Alors, self-défense, ça n'existe pas. tout à fait. Il y a un chapitre et demi. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a une grosse partie théorique, l'essentiel d'un cours de self-défense. Il y a une mise en pratique avec du sparring qui est léger, qui est light, puisqu'il n'y a pas Ouais, de recherche de KO. tout à fait. Et ensuite, il manque un chapitre et demi parce que le chapitre du milieu, c'est celui où il y a du sparring, on va dire du sparring dur, Mhm. il n'y en a pas parce Ouais, qu'on n'a pas le droit de slammer, on n'a pas le droit de mettre KO son adversaire parce que tu as une ménagère en face de toi qui est incapable, qui clope et qui est incapable de faire 10 pompes, donc tu ne vas pas la mettre KO. ouais, Euh, et puis la partie de compétition bah, qui n'existe pas. Et ouais, d'ailleurs, je voulais en revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant le Krav Maga. ouais, Le Krav Maga, c'est un sport, enfin, non, ils vont dire que ce n'est pas un sport, mais le Krav Maga, c'est un style où il y a des passages de grade. Et quand tu veux passer un certain grade, je crois que c'est à partir de deuxième Darga là, ou Draga, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, mhm. ou quatrième, je ne sais plus. C'est l'équivalent de la ceinture noire, en fait. Il y a des combats dits durs. Tu Mhm. vois, donc ils appellent ça dur, des combats durs, d'accord. Et tu regardes, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur YouTube, tu mets passage de grade ceinture noire Krav Maga, et tu vois le niveau des mecs. Ouais, Donc c'est supposé être le sport le plus complet au monde, le plus efficace, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils le vendent à la télé, quand à chaque mhm. fois qu'il y a un extrait de Krav Maga, le sport le plus efficace, machin. Et donc, tu vois deux mecs qui font du pied-point, parce que Mhm. c'est du pied-point. Tout à fait. Ils font du pied-point en t-shirt et Mhm. pantalon noir, avec des protèges tibia. Ils ont des protèges, ils ont des, merde, ils ont des protèges couilles, je ne sais plus Mhm. comment j'ai perdu la Coquille. coquille. Quoi. Coquille. Ils ont des protèges, des coquilles. Et voilà, donc ils font du pied-point. C'est du kickboxing Tout à où fait. ils autorisent les coups de pied dans les parties et les amener au sol et puis un travail approximatif au sol. Ouais, Et quand tu vois le niveau technique de ces mecs-là, c'est c'est un niveau, c'est même pas un niveau classe B en kickboxing ou en boxe ouais, taille. ouais, C'est pas un niveau classe B en kickboxing ou en boxe taille. ouais, On est loin du niveau classe A.
Tout à fait. Ah ouais, ouais. Et c'est supposé, dans leur imaginaire, c'est supposé être ce qui se fait de mieux au niveau martial quand, quand le critère le critère de sélection, c'est l'efficacité. Donc l'efficacité dans le monde imaginaire des bisounours et des télétobies, la self-défense, c'est au top, c'est au sommet de la pyramide en termes d'efficacité et de réalisme. Et ceinture noire de Krav Maga, bah, c'est le top dans ce monde-là. Et quand tu vois leur niveau martial, c'est même pas un classe B ou un classe C en boxe style. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, à 100%. À 100% d'accord avec toi. Et encore plus quand ils font les sparring, ils disent qu'ils autorisent que les couilles, ils n'en mettent même pas. Ouais, C'est en plus plus, pareil. parce que ça aussi, tu vois, je bossais la nuit. Quand je bossais la nuit, j'ai fait des quartiers chauds quand même, notamment à Bastille, où à la haute saison, quand il commençait à faire beau, on avait des bastons. Allez, je bossais le vendredi et samedi, et je faisais un dimanche soir à Pigalle. Bah, sur les vendredi, samedi, dimanche, j'avais au moins une bagarre par soir. Ouais, Au moins. ouais, D'accord. Et je ne m'invente pas une vie, je suis pas en train de. C'est pas mon délire, tu vois, je ouais, ne raconte pas de mythos. Alors, je ne dis pas que moi, j'ai pris part à ces bagarres, hein, c'est pas ça que je ouais, suis en train de dire. ouais, Mais j'ai pu observer des agressions, des ouais. bagarres, des échanges et tout ça, tu vois. Donc, j'ai une certaine expérience, et ça sur combien d'années? Sur 8 ans, Ouais. d'accord. Donc, j'ai vu sur 8 ans, je pense, j'ai vu peut-être, je sais pas moi, à vue de pif comme ça, au moins 100 bagarres, au Ouais, moins, ouais, d'accord. Au moins 100 bagarres. J'ai vu, j'ai eu l'expérience d'être tiré dessus, on nous sorte des armes à feu, mhm, euh, qu'on me sorte des armes blanches. J'ai eu tout ça, d'accord. Moi personnellement, ouais, je suis pas en train de raconter une life qui n'existe pas. D'ailleurs, il y a plein de gens qui faisaient partie de mon cercle sportif, qui bossaient aussi avec moi dans ces boîtes-là, qui en attestent et on a vécu des aventures ensemble. Et je sais ce que c'est qu'une agression dans la rue, je sais à quoi ça ressemble, je sais l'adrénaline, je sais la peur, je sais mhm, le stress, ouais, je sais, j'ai pris des coups, j'ai pris des coups, j'ai failli être planté plusieurs fois. mhm, Euh, j'ai failli prendre une balle aussi, une fois, parce qu'on m'a tiré, on nous a tiré dessus, parce qu'encore une fois, c'est loin d'être comme dans les films où le mec, ouais, il vise quelqu'un, et c'est plutôt je sors une arme et je tire dans tous les sens. Mais donc j'ai vécu ces choses-là, et ça, c'est mon expérience. En plus de la centaine de combats professionnels, sans parler des combats amateurs. Donc mhm, j'ai une certaine expérience de ce qu'est le combat en termes sportifs et puis en termes dans la rue, tu vois. ouais, Alors quand je vois ces charlots, ces charlatans, ces énergumènes prétendre et mentir aux gens, tu vois, ouais, et leur faire croire que qui seront capables d'évoluer dans un univers comme ça, un univers qui est stressant même. J'imagine que pour moi, qui était sportif de haut niveau, j'ai arrêté le monde, ce milieu-là, pour deux choses. D'une, parce que je mettais trop de temps à me remettre de trois nuits blanches par semaine pour mon entraînement. Donc, mhm, je gagnais bien ma vie à cette époque-là, mais c'était impossible d'être performant avant le mercredi à la salle, tu vois. ouais, Parce que je venais de taper 3 nuits blanches et que c'était juste un peu infaisable. Donc, j'ai arrêté pour cette raison. Et deuxième raison, parce qu'il y a un état de stress perpétuel pendant 3 jours par semaine. ouais, Parce que quand tu es dans les quartiers comme ça et que tu es devant une porte et qu'il y a 15 lascars qui sont là pour rentrer dans ta boîte et qu'on vient de leur refuser la boîte et que ça commence à chauffer, ça commence à te regarder mal, ça commence à te menacer, à te traiter tous les noms, et que tu as ça au moins, je ne sais pas combien de fois l'année, tu vois, ouais, et ben c'est stressant.
Ouais. Et même pour un combattant professionnel, j'étais déjà titré. Hein, à un Ouais. moment donné, je faisais la porte, j'étais toujours, enfin, j'étais déjà champion du monde, tu vois. Ouais. Et donc, même pour moi, c'était stressant ce truc-là, tu vois. Donc, quand on apprend une ménagère ou le lycéen de 18 ans ou de 16 ans que en faisant ses petits cours dans son gymnase, il va être capable de faire face à ce stress-là, Ouais. c'est de l'escroquerie, tout Ah, je simplement. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est une escroquerie sans nom et c'est pas bien. Et c'est pour ça que je les lâche pas. C'est Ouais. pas parce que je suis jaloux ou de, ou de ces mecs-là. Ils gagnent de l'argent, tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, non. Parce que c'est de l'escroquerie. Ouais. Ils arnaquent les gens pour gagner cet argent. Mhm. Et c'est pas normal, tu vois. Non. Donc, je suis l'injustice m'insupporte. Ouais. L'injustice m'insupporte. Quand je vois ces mecs-là profiter de la crédulité des gens, je ne peux pas laisser faire. C'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Donc, ça fait des années maintenant. Je regardais sur mon Facebook. Je suis tombé sur un post de 2014 où je parlais du jiu-jitsu, enfin du mito-jitsu plutôt. Et c'est un terme qui aujourd'hui a été repris partout Tout à par fait. plein de gens Ouais. parce que les gens se rendent compte aujourd'hui, tu vois, euh, toi, mais d'autres personnes se rendent Ouais. compte que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais, quand tu es passionné de sport de combat et des arts martiaux, tu es passionné par ça et que tu comprends la vraie nature de ce truc-là, c'est compliqué. C'est compliqué de laisser faire, tu vois. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, c'est toi qui les lâche pas et qui leur casse les couilles. Euh, mais c'est normal, en fait, c'est normal. Parce que quand tu es amoureux de ce qu'on fait, quand tu es amoureux de la pratique, la vraie pratique, tu peux pas les laisser faire. C'est pas Ouais. possible. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est C'est dur. comme, c'est comme je prenais cet exemple-là aussi, c'est comme un boulanger, tu vois, un boulanger traditionnel, un bon franchouillard, tu vois, qui est dans sa boulangerie artisanale depuis 25 ans et qui voit des baguettes surgelées en supermarché. Tu vois ce que je veux dire? Il va regarder la baguette, il va regarder la baguette avec dégoût, tu vois. Il va se C'est dire, ça. mais comment les gens, ils peuvent s'acheter ça et trouver ça bon, tu Ouais. vois? Parce que le mec, il est là dans son atelier, machin, à partir de 4 heures du matin, il est en train de malaxer son truc et puis qu'il a envie il est amoureux du travail bien fait et qu'il comprend ce que c'est que la vraie baguette française, tu vois? Mhm. Et, euh, et donc, nous c'est pareil, tu vois. Je regarde les gens sur les vidéos de self-défense et, et, et je suis triste pour eux, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est pas ça le combat, c'est pas ça l'art martial. Mhm. L'essence de l'art martial, c'est pas ça. Non. Ouais. Ouais. Et puis, c'est exactement ce que tu dis, Cyril. C'est que je crois que des gens comme toi et moi, on se bat contre eux parce qu'on est des passionnés et on sait la douleur qu'il y a derrière, on sait le travail qu'il y a derrière. Et Bien sûr. moi j'explique en fait ce qu'ils font la seule défense. Ils te mettent un mec sur une chaise, ils te mettent une corde autour du cou, ils enlèvent la chaise et quand tu es là, ils t'apprennent à te défendre. J'allais, c'est trop tard. Alors, toi, tu viens du MMA, moi j'explique que quand le gars il te prend un rear choke, tu sais, un choke par derrière qui te prend le cou, un rear choke, dès que c'est passé là, dès que la main elle est passée là, pour t'en sortir, genre, les chances sont très petites. McGregor, il s'est fait taper par Khabib. Et eux, ils ont le secret pour s'en sortir. Alors, c'est là qui me casse les couilles. C'est que comment t'en arrivé là? C'est ça qui est important. Comment c'est arrivé là? Eux, ils démarrent à la fin, ils vont te faire un, deux, trois. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont, comme tu as dit, ils sont à l'envers. Ils ont démarré par la fin. Et, Ouais, ouais. et tu sais ce qui me casse le plus, Cyril, les couilles le plus, mais vraiment, c'est quand tu as un mec qui te dit, alors voilà, le mec qui vient de la boxe, il va te mettre un low kick et tu vas faire ça. En fait, indirectement aux gens, ils leur font comprendre qu'eux, ils connaissent le Muay Thai, ils Bien savent ce que sûr. c'est qu'un low kick. Alors en MMA, il va te faire ça, donc on va faire ça. Ça fait qu'il lave le cerveau aux gens en faisant comprendre qu'ils connaissent tout. Mais en fait, ils sont Et que forcément, le meilleur, leur style est meilleur. tout à Tu sais, fait. m'énerve aussi, c'est les gens qui viennent des sports véritables, tu vois, les sports de combat véritables, les arts Ouais. martiaux véritables, et qui leur donnent du crédit. Tu vois, par exemple, Oui, Frank Rupert, il a toujours des invités qui viennent d'autres sports, machin, et oui,
qui lui donne de la crédibilité, tu vois, et, Ouais, moyennant des followers, parce que c'est comme ça que ça marche, tu tout à fait. vois. Le mec qui va chez Frank Ropers parce qu'il sait que Frank Ropers, il a regardé des millions de fois et Ouais, que lui, il a envie de gratter des followers sur ses réseaux sociaux. tout à fait. Donc, il va faire une vidéo avec Frank Ropers où il va se prendre un truc, il va faire oh putain, ça c'est Ouais, oh là là, c'est vraiment douloureux. Alors quand c'est un champion de kickboxing ou de boxe thaï ou de MMA qui le fait, bah, ça donne la crédibilité à Frank Ropers tout parce à fait. qu'après après c'est les élèves, ils vont dire oh putain, même un champion de MMA il a mal. Ouais, Wow, c'est vraiment qu'il est fort. Et, et, euh, et c'est ça aussi, tu vois, cette espèce d'échange chelou qui existe aujourd'hui entre les pratiquants de vrais sports, tu vois, et qui vont donner du crédit à ces gens-là. tout à fait. Ah, j'ai du mal, quoi. J'ai Ouais. vraiment du mal. Tu vois, moi, Joël, j'ai fait, on en a parlé hors caméra. J'avais fait, il y a ma chaîne YouTube, je l'avais écrit il y a plusieurs années de ça. Bon, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de me battre contre les mythos du dessus, comme tu les appelles, parce que, bon, je t'ai expliqué hors caméra ce qui s'est passé. Bon, maintenant, je reviens. Mais moi, la chaîne, elle a augmenté d'un coup parce que, bon, j'ai une grande gueule, j'ai des choses telles que je les pense. Et tu vois, il y en a qui ont dit, ouais, mais tu veux faire du buzz, faire de l'argent. Alors, comme j'ai dit, je vais faire des publicités là, tu sais, sur YouTube, pas de mettre des publicités, mais je vais réverser la partie pour faire de la publicité sur leur chaîne à eux, pour les détruire, et deux, pour donner à des, tu sais, à des pompiers ou qui sont morts ou des gens de l'armée qui ont perdu leur famille. Je vais réverser à des œuvres. Donc, je ne fais pas pour l'argent. Tu vois, moi, je n'ai pas fait cette chaîne YouTube pour être riche. Tu ne deviens pas riche sur YouTube. C'est comme tu ne fais pas du MMA ou du box pour devenir riche. Ce n'est pas le bon métier, quoi. Tu fais ça par passion, mais pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Bah ouais, de toute façon, le mec qui se dit je vais devenir riche en clashant des gourous de Mythojitsu, son business model, il est foireux, tu vois. Exactement. Donc, effectivement, si moi, ça fait je ne sais pas combien d'années, que 7 8 ans que je parle de ces charlatans, c'est pas parce que j'ai envie de devenir riche ou parce que je suis jaloux d'eux ou que j'ai. Ah oui, on m'a sorti aussi, ouais, tu prêches pour ta paroisse, tu prêches pour le MMA. Moi, à la base, je suis combattant de boxe thaï. Moi, j'ai fait Tout du à fait. pied-point, Ouais, même pas du MMA, moi, à la ouais, base. ouais. J'ai été champion du monde en karaté Shidokan aussi. Donc, je sais que. Enfin, j'ai été champion du monde aussi, enfin, vainqueur de la Coupe du monde de Sanda. Ouais. Euh, donc, si mon but c'était de cantonner tout le monde à un seul et même sport, euh, et je pousse mes élèves encore aujourd'hui à pratiquer, à s'inscrire dans les compétitions de sambo, de sanda ou de boxe thaï. Ouais. Donc, dire que Cyril il prêche pour sa paroisse, il veut absolument mettre en avant le MMA parce qu'il a un club de MMA. Déjà, j'ai pas un club de MMA, j'ai un club de combat, moi. Ouais. Comme je disais, les mecs, ils sont capables de combattre pas que dans le MMA. Et puis, c'est pas vrai que je suis amoureux que du MMA. C'est pas vrai du tout. Je suis un amoureux de la boxe time, moi, déjà, à la base. Mhm. Ouais. De la boxe anglaise aussi. Je regarde toutes les grosses réunions de boxe anglaise et ça depuis 30 ans. Mhm. Parce que je suis passionné par ça, hein. Je suis passionné. Mes boxeurs, je peux te citer les adversaires les adversaires de Tyson, de La Hoya, de Roy Jones Jr., mes préférés, parce que je suis passionné par ça. Ouais. Je suis pas que passionné par. Ou la boxe thaï, c'est pareil. Euh, j'ai des idoles de boxe thaï. Samat Payakaroun, par exemple, Ouais. Ouais. Legend. pour moi, c'est le summum avec Shen Ouais. Shai, tu vois. Donc, Ouais. donc dire que je prêche pour ma paroisse parce que je veux vendre du MMA ou parce que je suis jaloux et aigri d'un repère, c'est pas la vérité. Je ne suis pas, c'est pas ces raisons-là. Ouais. C'est pas ces raisons-là. Il m'énerve pour plusieurs raisons et je trouve ça injuste que les gens se fassent savoir par des pros comme ça. Parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai, Mhm. et que et que et que, que peut-être que
allez, peut-être que je me gourre, peut-être que je me gourre depuis le début. Vas-y, on dit que je me gourre depuis le début. Bah, montre-moi que c'est pas vrai. Ben oui, Montre-moi ce tout à que je fait. dis et Tout à fait. montre-moi que ce que j'avance, ce n'est pas vrai. Ouais. J'aimerais que ces gens-là fassent une équipe, comme j'ai demandé, Ouais. de 5 personnes, 10 personnes, et qu'on fasse une compétition, entre guillemets, Mhm. euh, je dirais un échange martial, parce que ce n'est pas une compétition, un échange martial Ouais. entre 5, 10 pratiquants de leur style Ouais. et le MMA pour voir justement Bien comment on sûr. fait. À 100%. Ouais. On peut même les faire sous les règles des compétitions de Krav Maga. Mhm. On peut Ah les ouais, faire sous n'importe quelle condition, même n'importe quelle, sans armes, hein, bien sûr, hein, sans bien armes. sûr. Parce Ouais. que après, ils ont la prétention de, déjà, sans avoir maîtrisé le mano à mano, sans armes, ils ont la prétention de maîtriser les armes en plus, tu vois. Ouais. Qui est un autre truc encore, qui est un autre truc qui est encore plus scary, tu vois, qui est encore Ouais. plus stressant, angoissant que la partie pied-point. Affronter quelqu'un qui est point nu, c'est une chose. Affronter quelqu'un qui a une arme à feu ou qui a un couteau dans la main, c'est autre chose. Ben On ouais. va dire, c'est une étape supérieure. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait une vidéo qui est sortie ben, il y a peut-être une heure de ça. J'ai un collègue à moi qui est député shérif. Je lui ai montré une vidéo de quelqu'un qui montre une défense contre une arme, contre un couteau dans un restaurant. Et la réaction est en direct. Mon copain le shérif regarde la vidéo et il est mort de rire. Il Ouais. dit, mais le gars qui va te panter, il ne va pas s'arrêter qu'à un seul coup. Il ne va plus bouger. Il va y aller. Donc, Bah, toutes les vidéos d'agression à l'arme blanche, c'est c'est non-stop. c'est C'est non-stop. non-stop. Voilà. Mais Il y en eux, a non. qui Eux, passent, c'est il y un en a coup. qui passent, il y en a qui passent pas, il y en a qui tapent dans l'avant-bras, il y en a qui sont parés par quelque chose, où le mec il attrape il attrape le bras qui machin, et puis après le mec il arrive à se libérer, il retape plusieurs fois Ouais. avec son couteau. Donc oui, si tu regardes des agressions au couteau, et généralement, en plus, le premier coup, tu ne le vois pas venir. C'est pas genre le Tout mec qui à est en fait. face de toi, il est en train de faire hey, comme dans les films de blousons noirs des années 70. Il Ouais. n'est pas en train de. Ou Grise, tu vois, Ouais. Grise, la comédie musicale, où le Ouais. mec il jette son cran d'arrêt d'une main à une autre, tu vois. C'est pas ça le vrai combat. Et Non. j'ai vu un coup de couteau une fois à Bastille. Où, où le mec qui a mis le coup de couteau, bon, déjà c'était chiffon, hein, c'était vraiment chiffon, ça se grappillait, machin truc, on les a séparés par la suite. Mais le mec, il avait pris une lacération, donc il a eu de la chance parce que c'était pas un coup pénétrant, tu vois, Ouais. c'était une lacération à travers le truc. Euh, mais quand tu regardes ça et quand tu vois la réalité d'un truc et que tu vois leur cinoche dans les cours de self-défense, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils Ouais. sont en train de mettre ces gens-là en danger, en fait. Ouais. Et je regarde Greg MMA, Ouais. son vrai nom, c'est Grégory Bouchlagem, qui s'est entraîné d'ailleurs chez moi à la Snake Team, qui fait des vidéos maintenant qui marchent bien. Et, euh, et quand il fait des affrontements avec des experts de self-défense, il y a une expérience qui est vraiment intéressante. C'est ils mettent une chemise blanche et ils ont un marqueur dans une main qui est supposé simuler le couteau. OK. D'accord. Donc Greg, il a un vrai passé de combattant, c'est-à-dire il est ceinture noire de karaté. Il avait fait de la compétition Mhm. en karaté avant de se mettre au MMA. Ouais. Ensuite, il s'est mis au MMA. Ensuite, il est venu chez moi, donc on l'a fait progresser dans différents domaines du MMA. Il a été combattre au Pride, il a été combattre un peu partout. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a un vécu, tu vois. C'est pas. Tout Et à puis fait. après, il s'est intéressé à la self-défense. Donc, ces dernières années, il plonge un peu là-dedans. Mais euh, un côté que j'aime bien chez lui, c'est qu'il se pose des questions quand même. Il y a Ouais. pas de certitude, tu vois. Mhm. Il y a pas de ah, j'ai envie de faire ça parce que c'est comme ça que ça marche. Il se Ouais. pose des questions, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai vu plusieurs vidéos de lui où il est avec des experts, je dis bien des experts, hein, des Ouais. noms de self-défense,
Il y a même, comment il s'appelle Aton, non Aton. Ah, oui, t'as Gérald et Aton, le major. Non, non, pas le mec de la Légion. Donc, Ouais, c'est non, Aton. C'est Aton. ouais, voilà, le Aton, mec, ouais. le mec de la Légion, à la limite, c'est le mec le plus crédible que j'ai trouvé, tu Le vois. major Gérald, ouais. Ouais, tout à Voilà, fait. le major Gérald, voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Euh, et donc tous les autres experts que j'ai pu voir, il y avait qui? Il y avait. Ah non, il y en a un autre qui était pas mal aussi, c'était Milou, je crois, un truc comme ça. Un mec qui faisait du penchak à la base, mais Mhm. qui était parti dans son délire à lui, tu vois. Et, euh, et j'ai regardé, il y a eu qui d'autre aussi, un mec vraiment connu, comment il s'appelle, mec du Krav Maga. Bon, bref. Et donc, il faisait ce test de chacun une chemise blanche, un Ouais. casque, et chacun avec un marqueur, ou en tout cas, Greg avait le marqueur et devait agresser, et puis après, ils interchangeaient, tu vois. Ouais. Et la réalité, c'est que de ces experts, hein, c'est qu'il n'y a aucun qui n'a pas pris de coup de couteau, déjà, premièrement. Alors, ils sont tous experts de ninjitsu ou je ne sais quoi, de trucs folkloriques, mais il n'y a aucun qui n'a pas pris de couteau. Ouais. Donc, ça veut dire que et Greg, c'est pas un expert au couteau, tu vois, il n'est pas soi-disant, enfin, c'est pas un expert en armes blanches, tu vois, Ouais. c'est un mec lambda qui a un passé sportif, martial, mais c'est pas non plus le mec qui a appris à servir d'un couteau pendant les 10 dernières années, tu vois. Ouais. Et donc, par contre, les mecs en face, les experts de self-défense, même Aton, là, le mec c'est quoi, GIGN? GN, ouais. C'était le G. Ouais, Bon, GGN. bon, bref, voilà. Donc, même lui qui est soi-disant ce qui se fait de mieux, machin, euh, même lui, en fait, tout le monde a pris des coups de Tout le monde couteau. a pris le couteau. Ouais. Tout le monde prend des coups de couteau. À partir du moment où il y a un mec en face de toi avec un couteau et qu'il est déterminé, hein, parce que ça, c'est Ah important. ouais, S'il veut te mettre un coup de couteau, il va te mettre un coup de couteau. tout à fait. Il y a aucun mec, après ces phases-là, là, avec la chemise blanche, qui est ressorti avec une chemise blanche immaculée. C'est pas vrai. Il y a eu des traces de coups de couteau dans tous les sens. Alors, il y a eu des coups de couteau où ça fait un gros trait bien épais où le couteau il s'est enfoncé. Et puis après, il y a eu des slashes, tu vois. Ouais. Mais tout le monde s'est pris des coups de couteau. Ouais. Donc, quand tu vois, et puis c'est soi-disant des experts, hein, tu vois, tu avais vraiment ce qui se fait de mieux, la crème de la crème de la self-défense. Ouais. Ils étaient là et pourtant tout le monde s'est pris des coups de couteau. Ouais. Donc, et ça, c'était un jeu, C'est-à-dire qu'il n'y a pas le stress, parce que sous stress, dans une situation que tu connais mal ou que tu connais pas ou que tu n'as jamais vécu, tu réagis encore moins bien. Tout Tu à vois, fait. là, c'était un jeu, donc on peut se dire que les mecs savaient qu'un coup de marqueur, ça n'allait pas les tuer. Ouais. Mais malgré ça, ils se prenaient des coups dans tous les sens. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est dans un vrai. Ces mecs-là, avec tout le savoir qu'ils ont, qu'est-ce que c'est une vraie bagarre de couteau? Comment ils font? Ouais. Tu vois, donc, et ça, c'est la réalité en vrai. C'est ce qui se passe en fait. Ouais. Tu as des autoproclamés experts en combat de rue, combat d'armes blanches et tout ça, qui s'octroient des titres Ouais. ou qui font des cursus où il y a des passages de grade et tout ça, machin, où tu t'allonges, tu vois, parce que au final, euh, c'est pas en faisant des combats que tu gagnes ton grade à la fin de grand maître de Mito Jitsu. Mhm. C'est en donnant des chèques, tu vois. Donc, plus tu donnes des chèques et plus tu évolues de grade. Ouais. Et après, quand tu as vraiment donné plein de chèques, tu as atteint le niveau ultime de Super Saiyan du Mito Jitsu. Et là, si tu as du charisme, Ouais. si tu as un bon carnet d'adresses, si tu as les contacts qu'il faut et si tu as un gymnase à dispo, tu peux lancer ta propre
ta propre école de Mito-Jitsu, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est une réalité. Ouais. Dans la boxe thaï, dans le MMA, dans tous ces sports-là, la crédibilité du pratiquant, elle est obtenue par le combat ou le nombre de combattants que tu as formés. Ouais. Parce que c'est Tu vrai. vois, tu as vu la différence du bordel? Tout à fait. Parce que tu vois, c'est vrai que tu le dis bien, il n'y a pas de ceinture noire en Muay Thai, il n'y a pas de ceinture noire en anglaise, il n'y a pas de ceinture noire en MMA. Non. Tu vois, C'est le nombre de. C'était déterminé. Le coach, la valeur du coach est déterminée par deux choses. Le nombre de gueules qu'il a cassées et ou le nombre de gueules que ses élèves ont cassées. Tout à fait. Amen. Donc, Amen. le truc, la valorisation d'un coach de MMA, de boxe thaï, de machin, elle est faite uniquement comme ça. C'est pas le nombre c'est pas le nombre de mecs qui est là dans son école. Tu vois, tu peux avoir 1000, tu peux avoir la valeur du coach de MMA ou de boxe thaï ou machin. Elle n'est pas déterminée par le nombre d'élèves qu'il a. Elle était déterminée uniquement par la valeur de ses combattants. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, quand tu parles de ça, là, Cyril, tu me fais passer une question, c'est que, tu sais, en ce moment, ils surfent surtout les gourous de défense, ils surfent sur, ouais, j'ai été portier pendant 10 ans, etc. Je me suis aperçu, moi, c'est que à chaque fois que je pose une question à un gars qui est un combattant, je lui dis, en tant que portier, si tu as un choix à avoir à un collègue qui va travailler avec toi, tu préfères qu'il ait un passé de combattant ou un pratiquant de MMA ou de Muay Thai d'anglaise ou un passé de self-défense. Tous disent, moi, il faut qu'il fasse du MMA ou de la Thaï. C'est ça, je ne comprends pas. Alors, comme on répond tous à la même question en disant, moi, en tant que portier, je préfère avoir à côté de moi un mec qui fait du pied-point plutôt qu'un gars qui fait la self-défense, où est-ce qu'ils sont ces portiers qui disent qu'eux font la self-défense? On ne les trouve pas. Parce que pour eux, ceux qui font la self-défense sont les portiers. Non, les portiers, ils ne font pas la self-défense. Les portiers, ils font un sport de combat. Point à la ligne. Ils ne font pas de la self, c'est pas vrai. Alors, moi, j'ai bossé beaucoup la nuit. Il y a eu des fois des mecs qui se retrouvaient à nos portes avec nous. Alors, moi, je bossais dans des établissements qui prenaient beaucoup des mecs du gym où j'étais, où je combattais à l'époque, tu vois. Donc, on va dire la moitié des portes, c'était des combattants et l'autre moitié, c'était du bric-à-brac des gros blacos qui faisaient 120 kilos, qui étaient musculeux, l'autre qui faisait du machin, l'autre qui faisait je sais pas quoi, qui connaissait le patron. Et puis, de temps en temps, il y avait, comme ça, il y avait un mec qui faisait un sport comme ça, tu vois, enfin un sport, qui faisait du Krav Maga ou qui faisait du Wing Chun, ou tu vois, il y avait de temps en temps un passage comme ça. Ouais. Et bon, quand tu passes des nuits entières à bosser avec des gens comme ça, bah, ça devient tes potes, tu vois. Et puis ça dure des années, donc ça devient des potes. Et ça devient des potes. Et systématiquement, et on en parlait entre nous, les boxeurs, tu vois. En gros, quand ça allait au charbon, on comptait sur nous, tu vois. On comptait sur les boxeurs parce qu'on comptait pas sur le mec qui faisait du Krav Maga. Tiens, j'ai eu un mec aussi qui était très sympa. C'était un bon pote à moi, qui était presque aussi grand que moi, mais qui faisait genre 20 kilos de plus que moi et qui dépassait facilement les 100 kilos à l'époque, et qui était israélien, qui sortait de l'armée et donc qui avait fait leur self-défense là-bas, là, tu vois, leur Krav Maga et tout ça, machin. Et il avait été gradé il était jeune, hein, mais il avait été gradé dans l'armée et tout ça. Donc, quand il est arrivé, il avait une grosse réputation parce que c'était un costaud aussi, tu vois. Ouais. Et donc, quand il est arrivé, on a sympathisé. Il était vraiment sympa comme mec. Et les premières bagarres, très vite, on a eu des bagarres parce que c'était le quartier. On était à Pigalle, tu vois, donc pas à Pigalle, à Bastille. Et enfin, j'ai fait Pigalle aussi à la même époque, mais c'était à Bastille où je bossais avec lui. Et on l'a vu à l'œuvre et là, on a compris, tu vois, on a compris.
Alors que il était massif, il était impressionnant physiquement, mais Ouais, en termes de combat, il était complètement à la rue, tu vois. ouais, Et, et si tu veux, l'équipe qu'on était de boxeurs, on faisait de la boxe thaï surtout. Moi, je commençais de plus en plus à faire du MMA. Il y en avait un ou deux dans l'équipe qui avait aussi un, un, un palmarès hybride comme ça, tu vois, qui faisait un peu à touche à tout. On comptait sur nous parce qu'on savait que bah, les mecs, j'ai eu un mec du Wing Chun aussi, tu vois, qui faisait des trucs chelous et qui se retrouvait, qui a failli nous mettre dans la merde plusieurs fois parce il était complet, on ne pouvait pas compter sur lui, tu vois, ouais, et que quand tu es à Bastille et il y a 15 mecs devant l'entrée qui veulent rentrer et qu'il y a une bagarre qui éclate et qu'eux, ils se sont fait refouler, bah, tu te retrouves à 4-5 portiers face à 15 mecs en face. ouais. Et puis, si tu n'as pas des notions, des vraies notions de combat, bah, et qu'il y a une partie de ton équipe de sécurité qui est issue d'un sport mytho, Ouais, c'est compliqué, tu vois. ouais, Et donc, si tu veux, mon avis sur ces sports-là, sur ces arts-là, c'est fait sur le terrain. ouais, Tu vois, à la limite, quand tu es boxeur, normalement, tu t'en bats les couilles du Krav Maga ou, euh, ou de n'importe quel style de self-défense, tu t'en fous, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu vois, t'es ouais. pas là, tu vois, pour moi, c'est deux mondes qui sont Tout différents. à Quand fait. tu es boxeur, tu fais de la boxe taille, tu t'intéresses pas. À la limite, ceux qui connaissent pas trop, ils peuvent même être impressionnés, tu vois, et, ah ouais, putain, c'est fort ce qu'ils font et tout ça, machin, parce que toi, tu es tellement en dehors de ce truc-là que tu peux te laisser, tu peux te laisser influencer Tout à fait. Ouais, par la légende du truc, tu vois. Mais dès lors où tu commences à échanger avec ces gens-là, tu te rends compte en fait qu'il y a il y a plein de cases qui manquent en fait. tout à fait. Tu Ouais, vois, ouais, il y a plein de cases qui manquent, notamment les sparring durs, ouais, notamment la préparation physique. ouais. Quand tu vois dans un cours de self-défense et que tu vois le niveau physique des mecs, tu dis non, c'est pas possible, tu vois. C'est Ouais, pas possible. Tu vas dans une salle de banlieue de boxe thaï et tu vois les mecs. Si les mecs c'est un bon club, bah, il y a des mecs qui, enfin, les trois quarts ont la tablette de chocolat, ils sont striés et ouais, ça sent la mamouée, ça sent la transpiration, ça ouais, pue. ouais, Et c'est ça les sports de combat. C'est pas un truc propre où tu as un t-shirt blanc du début jusqu'à la fin du cours. ouais. Ouais, parce que tu vois, les mecs aussi, tu vois, dans la salle de défense, le gars, il te met un coup de poing, il bloque, etc. Tu te dis, mais déjà, le coup de poing est tellement mauvais, ça sert à rien de le bloquer. Prends-le et fouille sur la gueule. Parce que le coup de poing est tellement mauvais qu'il n'y a même pas de faire mal, tu vois ce que je veux dire. Et ça, Ah, c'est non, ça que c'est ça, je suis, on est à 100% sur la même page. Maintenant, si, tu sais, oui, il y a plusieurs vidéos qui m'ont horripilé, tu vois, qui m'ont révolté par rapport à ces sports-là. Euh, la dernière qui m'a vraiment choqué et qui m'a énervé aussi, il y avait je crois que c'est une caméra de France 3 qui était passée dans un club de Krav Maga. ok, Et tu avais une bonne femme qui s'entraînait, tu vois, face à donc il l'avait mis exprès face à un grand black. ouais, Euh, euh, tu, tu- si tu as bien capté ces sports-là, il y a rarement des rebeux et des renois là-dedans, tu vois. Ben, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, Les rebeux et les renois, ils sont plus ouais, dans les clubs de boxe thaï, ouais, justement, ou de boxe anglaise, ou machin, tu vois. ouais, Et donc là, il y a un grand black costaud, tu vois, avec des gros biceps, des gros pecs et tout, en t-shirt blanc, ouais, qui est en face de la meuf et qui est en train de lui donner, tu vois, les mains pour qu'elle tape dedans. Et elle tape, mais la technique, elle est horrible. Alors, peu ouais, importe le style que c'est, hein, peu importe le coup qu'ils lui ont appris, c'est horrible, tu vois. Les bras, ils partent en zigzag, il n'y a pas de garde, elle n'est pas sur ses appuis, il n'y a pas de transfert de poids. Enfin, tous les critères qui font que le coup, il est bon, il est efficace,
y en a aucun qui est coché. Ouais. Et donc, elle est en train de mettre ses enchaînements. Et puis après, le mec qui tient la caméra, enfin le journaliste, lui pose la question, alors, qu'est-ce que ça vous apporte cette pratique? Elle se retourne vers la caméra un peu essoufflée, tu vois. Elle fait, ouais, bah, je me sens mieux, je suis plus sûr de moi. Je sais que peu importe où je vais, je suis en sécurité parce que je sais que maintenant, aujourd'hui, je suis efficace. Ça fait 2 ans que je pratique et que je suis sûr de pouvoir me défendre. Et donc, ça me donne une assurance. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens qui pratiquent ces styles-là, en fait, ils achètent une assurance. C'est pas ils Ouais, achètent oui, pas, c'est fort aussi, ouais. ils achètent pas comment dirais-je, ils achètent pas une technique de combat efficace. Ouais. Ils achètent un somnifère. Ils achètent un truc qui les endort et qui les fait rêver et Ouais. qui fait que ils sont dans leur tête, hein, dans leur tête, dans leur mental, ça les rassure en fait. Tout à fait. C'est une rassurance. Ouais. Je paye l'adhésion, pas pour savoir me taper, mais pour me rassurer. Ouais. Tu vois. Ouais. Jusqu'au jour où, parce que après, faut pas se leurrer, le public de ces styles de self-défense, ils ont une chance sur, Oui, c'est vrai. une chance sur 100 peut-être Ouais. de se faire agresser un jour, tu vois. Mhm. Et donc, c'est pas des gens qui vont se retrouver dans des bagarres de rue tous les 2 fois par mois, tu vois. Ouais. C'est pas vrai. C'est des gens qui ont très peu de chances de se faire agresser ou en tout cas Ouais. très peu de chances de se faire casser la gueule par quelqu'un dans la rue, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quelque part, ils s'achètent, ils s'achètent une illusion en fait. Ouais. Sauf que c'est malhonnête, puisque le mec, il vient chercher un style, Ouais. une efficacité. Euh, c'est comme si, quelqu'un va dans une armurerie et dit, voilà, pour des besoins de self-défense, j'ai besoin d'un flingue qui soit facile d'utilisation, facile d'entretien. J'ai pas besoin d'aller au stand de tir 2 fois par semaine, que c'est assez naturel de prise en main. Je vais l'utiliser, machin, peut-être jamais dans ma vie, mais j'ai besoin d'un truc qui me rassure et donc qui va être facile d'utilisation. Et je vais tirer à peu près dans sa direction et la balle, elle va se loger et puis ça va me sauver la vie, tu vois. Ouais. Et le mec il lui vend un truc, mais c'est un factice, Tout à fait. tu vois. C'est ça. C'est un factice, c'est un truc qui tire des balles à blanc, tu vois. Voilà. Ouais. Alors peut-être que le mec qui a acheté ce pistolet balle à blanc, il n'aura jamais besoin de se servir de ce truc-là, tu vois. Peut-être qu'il aura jamais il sortira son pistolet, jamais il aura tiré avec, et donc jamais il s'apercevra que c'est nul. Ouais. Mais s'il a besoin un jour pour sauver sa peau ou la peau de ses enfants, il a besoin de sortir son truc et d'être efficace. Comment il va faire? Ouais. 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 Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois la self-défense. C'est pour ça que j'ai du mal avec ces styles-là. Ouais. Après, euh, comme rien n'est tout noir ou tout blanc, il y a effectivement des gens, je pense, à un certain niveau, notamment dans les troupes d'élite, je pense, de l'armée ou de la police, qui ont peut-être une forme plus efficace de self-défense. Euh, je pense à ceux qui, parce que avant, toutes les armées du monde faisaient de la self-défense, une forme de Tout à self-défense. fait. Maintenant, toutes les armées du monde, ils font du MMA plus, Oui. de la maîtrise d'armes, tu vois. Tout à fait. Ils font les deux, c'est-à-dire ils font tous du MMA et tous comment désarmer un mec ou en tout cas Mhm. comment contrôler quelqu'un qui a une arme, tu vois. Tout à fait. Et donc, ils ont délaissé de plus en plus la self-défense parce que c'est de la merde. Ouais. Ouais. Parce que c'est de la merde et parce que jusqu'à preuve du contraire, y a aucune preuve que ça marche. Tout à fait. Tu vois, autant tu peux aller sur YouTube
et tu peux trouver des milliers de vidéos de combats de rue où tu vois des techniques de boxe anglaise, tu vois des techniques de boxe thaï, tu vois des takedowns de MMA ou de lutte ou de judo, où tu vois des clés de bras. Autant tu peux avoir des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube où tu vois du MMA, de la boxe thaï en action, autant des désarmements comme tu vois en Krav Maga ou des trucs de penchaksila comme ils font avec des coups de pied, avec des angles bizarres, tu ne le vois pas ça. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, tu as une chose aussi, Cyril. Moi, quand je vais à Paris, j'ai un ami à moi, ça fait des années que je le connais, plus de 30 ans. Il est au RAID, donc il connaît très bien Robert Patuel. Et à chaque fois que je vais le voir, je vais au RAID avec mon fils. J'amène mon fils au RAID. Je suis allé 3 ou 4 fois au RAID. Et qu'est-ce que tu vois au RAID? Eh bien, ils ont le ring et ils font de l'anglaise, de la savate, du kick, du muay thai, du MMA. Et moi, chaque fois que je suis allé, je les ai toujours vus avec les gants et travailler. Mais c'est vrai que je ne les ai pas vus faire de la self. Tu vois, et n'importe quelle unité d'élite, ils sont obligés de faire du MMA, puisque c'est anglaise, Thai, kick, c'est un mix martial art. En fait, je dis que ça serait, je dis même qu'ils auraient dû changer le nom, de faire mix martial art, ils auraient dû mettre plus mix fighting sport, c'est une mixture des sports de combat. Bah, le MMA, c'est ça en vrai. Tu as vu, après maintenant, il y a la partie la plus visible, la plus connue, c'est l'UFC, forcément. Ouais. Mais mixed martial arts, en vrai, c'est venu d'un constat, c'est que aucun sport ou aucun art martial à part entière ne détenait toutes les clés de tous les trucs. Et je dirais même que le combattant ultime, ça serait un mec qui serait capable de tirer bien, de courir bien, qui aurait des techniques de comment sortir d'un immeuble le plus vite possible, comment sortir d'une voiture le plus possible et plus vite possible, et en plus qu'aurait un bon passé de MMA, tu vois, de combattant MMA. Ouais. Là, tu as quelque chose de complet, Mais avec le maniement d'armes, avec le désarmement, avec tout ils l'ont ça. fait dans Là, le là film, hein. Ils l'ont fait dans les films Jason Bourne. Bourne, tu sais, Bourne Identité, c'est ce qu'ils ont créé, quoi, dans le film. Mais ça reste un film. voilà, donc ça c'est quelque chose de concret. Tu vois, tu Ouais. prends un mec qui a un passé, une expérience de MMA, tu sais ce que c'est que de prendre des coups dans la gueule pour de vrai, hein, pas Ouais. des je me touche, tu te touches, nous nous touchons. Donc, qui sait ce que c'est que prendre un KO à la tête, qui sait ce que Ouais. c'est que prendre un KO au foie, qui sait ce que c'est que prendre un juji, qui sait comment faire des projections et comment chuter correctement. Ouais. Et en plus de ça, qui a un bagage de comment manier une arme, comment désarmer quelqu'un, comment s'échapper d'un endroit. Tu Ouais. vois, ça c'est quelque chose de Ouais. concret. Mais leur truc où ils sont dans un gymnase avec même pas de tatami au sol, c'est complètement, tu vois, c'est pas Ouais. réaliste du tout. Ouais. Et Cyril, si tu es, on prend un exemple, hein, j'ai posé cette question hier à quelqu'un que j'ai interviewé, je t'envoie la vidéo, je ne dis pas son nom parce qu'elle aussi elle va faire du bruit, un grand champion de boxe. Tu es dans la rue, tu es avec ta femme, tu es tout seul, tu as, un mec qui vient, ça sent le pâté, tu sais qu'il va frapper. Tu frappes en premier ou tu attends qu'il te frappe toi? Bien sûr, je frappe en premier. Qui va prendre le coup? Mais eux c'est ce qu'ils disent. Tu prends et tu te défends. Alors tu as Non, non, répondu. non, 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 non. Après, je verrai avec les flics. Après, j'irai au tribunal s'il le faut. Mais je ne vais pas attendre que le mec il lâche le premier coup. Dans la rue, j'ai déjà euh, la physionomie d'un combat, on sait jamais. Tu vois, si ça se trouve, la main qui est derrière son dos, il y a quelque chose au bout. Ouais, Tu ne sais pas. Je ouais, ne vais pas attendre qu'il sorte un schlass ou un flingue pour me tirer une balle ou me mettre un coup devant mes enfants ou machin. Si je vais pas le laisser l'opportunité, c'est sûr et certain. Je pense que euh, euh, quand, quand tu connais un petit peu la rue, tu sens un petit peu, tu sens le truc. Tu vois, tu sens que le mec, ça se voit dans son comportement, dans sa gestuelle, mhm, dans comment il se tient. tout à Tu fait. sais que si le mec il est déterminé à faire quelque chose ou s'il de l'esbrouf. Tu vois, si c'est Tout de à fait. l'esbrouf,
je m'en fous. Je lui dis, ah, vas-y, excuse-moi, poteau, je suis désolé, machin, et je m'en fous. Tu vois, j'ai pas Ouais, d'ego à ce niveau-là. Tu vois, tout à fait. Tout à fait. donc, si je suis avec mes enfants bon, ça fait très longtemps qu'on m'a pas pris la tête dans la rue, mais je me connais parce que quand j'étais portier, si je pouvais désamorcer une situation Mhm. en Ouais, prenant un peu sur moi au niveau de l'ego, j'hésitais pas à le faire. ouais, bien Parce que sûr. je m'en fous en vrai, tu vois. Bien sûr. Ouais, d'accord, ok, bah ouais, ok, je suis désolé, ouais, bah, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Si ça peut désamorcer la situation, je suis capable de le faire. Ouais. Maintenant, si je suis en face d'un mec et je sais qu'il est déterminé, qu'il est en train de regarder un petit peu à droite à gauche parce qu'il est en train de regarder s'il y a des témoins, s'il y a des flics ou machin, je vais pas attendre qu'il me mette un coup de chlasse ou un coup de poing, Ouais. tu vois. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, on en revient encore une fois à que la loi dit que l'action est plus rapide que la réaction. Et ce que tu as dit plus tôt, parce que ça, j'enregistre et je vais l'utiliser à chaque fois et je te donnerai crédit, c'est qu'il a fond à l'envers. En sa défense, tu apprends, on te met un coup de poing, tu te défends. Et ils n'ont rien compris. C'est que si ça sent le pâté, frappe le premier parce que l'action est plus rapide que la réaction. Point à la ligne. Je préfère me prendre euh, 6 mois avec sursis qu'un coup de couteau dans le buffet. Ah ouais, voilà, tout simplement. Tout Tu simplement. vois, je préfère aller devant le juge et de voir avec lui, et essayer de plaider ma cause et Ouais. de m'en sortir avec le moindre mal possible, Mhm. plutôt que jouer à pile ou face avec un mec, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout à fait. Tout à fait. Cyril, maintenant, si tu pouvais revenir en arrière et parler à Cyril qui avait 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Par rapport à quoi? Mais si par exemple, toi, tu reviens en arrière maintenant et tu te trouves en face de toi quand tu avais que 25 ans, quel conseil tu donnerais? Je dirais voyage, voyage, voyage à l'étranger, essaie de garder ton école, essaie d'aller à l'étranger aussi pour développer ta carrière, parce que en France, ça bouge pas assez vite. Moi, j'ai toujours, comme je suis un utopiste, tu vois, j'ai toujours cru, depuis le milieu des années 90, que le MMA, ça allait se développer, que le sport de combat professionnel, ça allait se développer, et que donc je traînais mes pieds pour aller à l'étranger. J'avais ma famille aussi qui m'a. Il y avait le fait que ma famille était en France, le fait Ouais. que il y a mon école qui était en France et tout ça, ça m'a toujours fait traîner les pieds. J'ai toujours, je me suis toujours dit non, je vais rester en France, tu vois, Mhm. parce que ça va arriver bientôt. Ouais. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. En fait, j'aurais pu avoir une grosse carrière plus grosse en tout cas à l'étranger que je n'ai eu parce que je me suis forcé à rester en France en fait. Ouais. D'accord. En tout cas, donc Cyril, ça fait, je regarde le temps, ça fait pratiquement 2 heures qu'on a discuté Oh là. putain, Ce temps est oh passé. putain. Non, c'est passé. Là, je parle trop moi, c'est ça le Non, 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 problème. non, non, c'est très bien, tu rigoles quoi. Cyril, je mettrai en dessous de la vidéo YouTube tous les contacts que tu vas me donner, qu'on puisse se contacter, s'entraîner chez toi. Tout ce que tu veux me donner l'information, on va le mettre en dessous sur YouTube. Ok, Moi, j'envisage les gens, mais toi, ton club est sur Paris. Hein. ouais, région parisienne. Donc, une dernière question. Pourquoi le snack? Alors, j'étais en Australie, je faisais un tournoi mondial de karaté au KO, là, le karaté Shidokan. Shidokan, oui. Et avant le tournoi, on nous avait invités. Donc, c'était un tournoi poids lourd. Donc, on était tous invités. Et puis, il y avait le fondateur du style qui était là. Donc, un grand monsieur des arts martiaux. Il y avait le staff, tu vois, les organisateurs qui étaient les Japonais. Et le mec, il faisait le tour de la table comme ça. Donc, il n'y avait que des têtes connues qui étaient connues dans leur style respectif, tu vois. Ouais.
Il y avait énormément de karatéka qui venaient du Kyokushinkai. Il y avait aussi des boxeurs thaï, il y avait des kickboxers, et il y avait le petit Frenchie, tu vois. Donc, j'étais beaucoup plus jeune. Hein. On parle de ça il y a 22 ans. Mhm. Tu vois, donc j'étais un minot, j'avais une tête lisse encore et j'étais très mince. Et le mec, donc il faisait le tour de la table, il parlait avec nous parce qu'il nous connaissait par cœur, puisque c'est lui qui nous avait choisis pour faire partie de son tournoi mondial. Ouais. Et donc, il avait regardé les combattants, il connaissait les combattants, leur style, et puis pour chaque combattant, il lui a donné un animal totem, tu vois, un style qui allait bien avec son style, qui allait bien avec sa morphologie. Donc, il y a eu l'ours polaire, il y a eu le lion, il y a eu différents trucs. Et puis, arrivé à moi, il tombe sur le Frenchie, tu vois, qui est jeune, qui a la tête lisse, qui a pas l'air, qui a pas l'air bien dangereux. Et comme j'étais tout long et tout mince, et que j'avais quand même du punch, il m'avait appelé Snake parce que je ressemblais à un serpent tout Ah, ouais. longiligne, mais qui avait une morsure, machin. Et, euh, et je kiffais bien le truc, tu vois. J'ai bien kiffé le truc. Et puis après, les mecs qui m'appelaient, enfin l'organisateur, il m'appelait toujours Snake, tu vois. Donc Ah, ouais. j'ai gardé le truc. Ah, génial, quoi. Ah, ben, tu vois, je ne savais pas. C'est génial, quoi. Ouais. Eh bien, en tout cas, Cyril, quand cette histoire de Covid de merde, là, ça sera passé, que tu viens en Californie, tu es le bienvenu chez moi. Ah, c'est Comme très je t'ai dit, sympa, c'est toi très que j'ai sympa. Et l'offre, c'est sincère. Mon club est ouvert. Tu veux venir faire un stage chez moi, tu es les bienvenus. c'est Et très sympa. je sais recevoir les gens. Tu parleras de la communauté taille. Quand je reçois les gens de chez moi, je les reçois vraiment. C'est vraiment une offre sincère. J'ai apprécié énormément. Je suis sûr que les gens ils vont vraiment adorer le YouTube. Il n'y a pas eu de filtre, ça a été direct. J'ai vraiment vachement adoré. Euh, est-ce que tu veux dire où est-ce qu'elle est ton académie, ton adresse? Je le mettrai tout en bas, mais que les gens l'entendent aussi. Alors, 163 avenue Joffre à Épinay-sur-Seine, dans le 93, la Snake Team. On est dans un fitness park en haut. Et ouais, on forme des combattants de partout. Il y a des gens qui viennent un peu de partout en France pour venir s'entraîner chez nous. On a une grosse expérience parce que ça fait très longtemps qu'on est là et qu'on forme des combattants loisirs. L'essentiel de l'académie, c'est des loisirs, hein, c'est pratiquants loisirs. J'ai 85% des pratiquants, c'est loisirs. Et puis, il y a une petite vingtaine, une petite quinzaine de pourcents qui font de la compétition. Et puis, on s'entraîne. Par contre, que ce soit les loisirs ou les compétiteurs, on fait du sérieux. On s'entraîne sérieusement. On rigole beaucoup aussi parce qu'il y a des sacrés lurons dans l'équipe. Mais voilà, on a vraiment. On a une bonne ambiance. On a une bonne ambiance. Il y a plein de gens qui s'entraînent là depuis les débuts de la Snake Team, hein, qui sont encore là. Hein. Ouais. Ah, c'est génial, quoi. Aux États-Unis, quand tu es venu ici, tu t'es entraîné fait, sur Los Angeles, Orange County. Est-ce que tu t'entraînes avec des gars d'ici? Ouais, attends, où j'étais, Orange County, j'ai fait 2 entraînements à Huntington Beach, là. Ah, ben avec Tiki Goshen, Ultimate HB. C'était dans son club, ouais. C'était dans Ouais. son club. Eh ben, Tiki, c'était mon élève et moi, j'ai formé Réseau Rob. Je ne sais pas si tu connais Réseau Rob. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Réseau Rob, c'est Ouais, moi bien qui l'ai sûr. formé de l'âge de 19 ans jusqu'à 32 ans, où il a pris le titre WEC. Ouais, ouais, je me souviens très bien. Et c'est C'était ce que c'était la même clique que Tito et toute la tout à clique, là. fait. Tito, Rampage, etc. Et moi, j'invite Ouais. les gens à dire, ben, tiens, ils peuvent aller sur YouTube, mettre Jean Carré au réseau Rob, et ils vont voir ce que Rob dit de moi. C'est pour ça que les gens ils disent, parce que moi, Cyril, j'ai quitté la France en 96. Donc, ça fait quand même Ouais, je 25 sais, ans, ça tu fait vois. longtemps. Et Ouais, donc, ouais. c'est pareil, j'ai des trolls, tu sais, des handicapés mentaux qui sont entraînés. Ouais, Cario, inconnu au bataillon. Alors, j'explique, mais moi, j'ai quitté la France en 96. Les mecs qui m'insultent, ils ont 25 ans, ils n'étaient même pas nés encore, tu sais, ou c'était des petits spermes encore, ils ne comprenaient pas, tu vois, ils n'avaient pas compris l'histoire. Ah, mais après, tu as vu, j'ai perdu, j'ai arrêté de perdre de l'énergie avec des gens qui ont jamais rien fait Ouais, tu as raison. au niveau des sports de combat, au niveau des arts martiaux et qui sont sur Internet juste pour te casser les roustons et qui sont toujours là en train de remettre tout en cause et ton passé. Ouais. Oui, mais face à lui, tu as perdu, tu t'es fait exploser par Shogun, papapi, papapa, tu vois. Si je me laisse, enfin,
je peux plus me laisser, toucher par ça parce que tu perds de l'énergie en fait. Ouais. Tu perds de l'énergie et enfin, il gagne en fait le troll là, le troll qui te parle, il a gagné à partir du moment où ça t'affecte. Ah oui, c'est Euh, vrai. C'est vrai. tu vois, donc maintenant maintenant le mec il peut raconter sa vie, il peut me dire que je suis nul, Ouais. que mes combattants sont nuls, il peut dire ce qu'il veut en vrai, tu vois. Ouais. Euh, je pense que j'ai prouvé tout au long de ma carrière ma valeur j'ai fait avec les moyens du bord. Ouais. J'ai plus de coach depuis 2004 et j'ai arrêté ma carrière en 2014. Mhm. Tu vois, donc j'ai fait 10 ans solo. Et solo, j'ai fait le Pride, j'ai fait l'UFC, tu vois, Ouais. j'avais mes élèves et je m'entraînais tout seul avec mes élèves, tu vois. Donc voilà, donc je sais ce que je vaux, machin. Donc quand j'ai affaire à des trolls sur Internet qui me disent que je suis nul, que j'ai perdu contre Shogun, que ceci, que cela, Ouais. ou contre Gustafsson ou je ne sais quoi, Ouais. tu vois, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je valais, je sais les moyens que j'avais à l'époque. Ouais. Et, et, je me suis toujours battu aussi pour la légalisation du MMA en France. Tu vois, Mhm. ça a été une grosse bataille pour moi, tu vois. Et donc, j'ai fait partie de ces acteurs-là qui ont facilité, en tout cas, qui ont bossé pour la légalisation. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, donc c'est aujourd'hui, s'il y a des mecs qui me crachent dessus par rapport à ce que j'ai pu faire ou pas faire, tu vois, Ouais. Ouais. moi je Ouais. sais, et c'est ça le principal. Ouais, et tu as raison. C'est vrai que moi, maintenant, moi, je fais comme tu dis, en fait. Maintenant, je les ignore, ou sinon, je leur dis, comme il disait le directeur de la publication, hein, qu'ils allaient tous se faire, hein. Tu vois? Ouais. Donc, non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Cyril, encore une fois, je vais te souhaiter une superbe année 2021. Un Toi réel aussi, plaisir mec. de t'avoir parlé. Tu es le bienvenu à la maison. Quand je viens à Paris, je vais venir à Paris, moi, en 2021, c'est sûr. Je viendrai te dire Ok. bonjour. C'est sûr et certain. Et Cyril, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Tu n'étais pas obligé, j'apprécie énormément. Merci à toi. Cyril, je te fais la bise et je boirai un pastis ce Euh, soir à ton honneur. ok, sans La bise, problème. Cyril. Allez, porte bien. Ciao, toi aussi.